Eh bien, on va commencer notre séance. Bonsoir et merci à tous. Je suis d'abord ravi d'accueillir Christophe Rennery, qui est un collègue du CESR, du CESR, il faut dire. Alors, je redis ce que c'est, CESR, Conseil économique, social et environnemental de la région. Il y a une instance comme ça dans chaque région en France. Et le CESR, c'est une assemblée consultative qui répond à des saisines du Conseil régional ou qui s'auto-saisit sur un certain nombre de sujets. Et c'est évidemment un de ces sujets qu'on va évoquer ce soir. Donc Christophe Rennery, en dehors d'être un collègue du Conseil économique et social environnemental de la région, est aussi directeur général de Keolis Angers, donc c'est un spécialiste évidemment des questions de transport. Et on lui a demandé ce soir de nous parler déplacement et intermodalité. Et donc pour donner une petite définition de ce qu'est l'intermodalité, c'est une façon d'indiquer comment on peut se rendre d'un point à un autre en utilisant plusieurs modes de déplacement différents, d'où le terme d'intermodalité. Alors, on va en parler ce soir plutôt à l'échelle régionale, puisque Christophe va présenter un rapport qu'il a dirigé au sein du Conseil économique et social, et qui évidemment était un rapport fait à la demande de la région et concernant plus spécialement le territoire régional. Et pourquoi on a fait ce rapport? Parce qu'il y a actuellement des évolutions en termes de compétences. Vous savez qu'il y a des lois en cours, une qui concerne la réforme ferroviaire, une autre qui concerne la réforme territoriale. C'est tout ça quelquefois un peu laborieux. Mais en tout cas, ces lois-là se combinent pour donner à la région une mission nouvelle, celle qui est de construire un schéma régional de l'intermodalité des transports. Donc c'est à partir de cette saisine de la région sur cette question que le rapport a été fait. Donc cette nouvelle donne, en tout cas, peut changer les rapports entre les institutions, entre les collectivités. Et on a, nous d'ailleurs, ici au sein du Conseil, souvent évoqué la question de la multiplicité des autorisations, des autorités organisatrices de transport, les AOT, je pense que Christophe en reparlera. Et donc, c'est un des points de cet échange. Au-delà des aspects réglementaires, il y a aussi, il ne faut jamais l'oublier, des habitants au cœur des dispositifs de transport. Et je crois que l'originalité du rapport est justement d'avoir un peu placé l'usager, le client usager, puisque c'est comme ça qu'il est appelé dans le rapport, au centre du rapport. Ces habitants sont à la fois clients et usagers des transports publics, qui font la vie du territoire, et ils ont besoin de services combinés de bonne qualité. C'est un élément de la qualité de vie sur le territoire, mais c'est aussi une condition du développement du territoire et de son attractivité. C'est la raison pour laquelle nous avons invité Christophe Rennery ce soir pour nous parler de cette réflexion et des propositions que formule le CESR sur cette thématique de l'intermodalité. Christophe, je te passe la parole tout de suite. Merci beaucoup. D'abord, bonsoir à toutes et à tous. Je suis d'abord très honoré de cette invitation. Il faut bien coller le micro. D'accord, donc voilà. C'est la première fois que je participe à un conseil de développement, notamment à Nantes. Et en plus, je suis effectivement très honoré d'être invité par un collègue du CESR qui lui-même, au CESR, a l'habitude et est rompu à ce type d'exercice, puisque Philippe a été très longtemps rapporteur. Et donc, c'est vrai que c'est un exercice un peu particulier. Juste un petit mot très rapide, être rapporteur, c'est quoi? C'est pas apporter, je dirais, sa vision personnelle du sujet qu'on traite, en l'occurrence ici l'intermodalité, mais c'est bien d'essayer d'animer, de diriger en quelque sorte les réflexions des uns et des autres au niveau du Conseil, des conseillères et des conseillers qui participent aux travaux en vue de trouver, je dirais, une voie, donner du sens au sujet qui nous est demandé de traiter par le Conseil régional. Donc, bien évidemment, en tant que rapporteur et ayant moi-même, comme l'a précisé Philippe tout à l'heure, une certaine expérience dans le domaine des transports publics, on apporte toujours une sensibilité propre.
Mais néanmoins, c'est un exercice difficile, justement, quand on connaît bien le sujet, c'est de faire preuve d'un minimum d'humilité pour justement aussi laisser la parole aux uns et aux autres et essayer au final de trouver des propositions qui font consensus. Donc voilà le principe même de l'exercice. Alors sur ce rapport, c'est un rapport qui a été voté et approuvé par le Césaire à la fin de l'année dernière, donc il est assez récent, il date de novembre 2014. Ce rapport a été fait dans un contexte un peu particulier. Philippe le disait, nous sommes dans un contexte législatif qui est encore incertain, on va y venir tout de suite, et donc nous étions obligés de tenir compte de ce, je dirais, contexte un peu mouvant pour proposer un certain nombre de solutions. Et donc nous avons souhaité, plutôt que de partir sur quelque chose de très conceptuel, de traiter le sujet avec un angle plutôt pratico-pratique. Donc ce n'est pas une étude stratégique, c'est plutôt une étude qui se veut une sorte de boîte à outils, même si le mot est un peu galvaudé, qui propose à l'exécutif régional des pistes opérationnelles, ou en tout cas le plus opérationnel possible, pour mettre en œuvre cette nouvelle compétence qui est le chef de fila de l'intermodalité sur le territoire ligérien. Donc voilà un petit peu je dirais les grands axes qui ont présidé à notre réflexion. Donc je vais entrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc je vous le disais, le contexte effectivement législatif était incertain puisque nous en sommes aujourd'hui à la deuxième relecture de la loi NOTRe. Elle n'est pas encore votée, elle devrait être votée dans quelques jours, au mois d'avril. Mais pour autant, il y avait effectivement la première loi qui était la loi MAPTAM, qui définissait un certain nombre de nouvelles, vous avez entendu parler, avec les nouvelles régions, les métropoles, etc. Donc un ensemble de découpages un peu différents que ce que nous connaissions jusqu'à présent au niveau du territoire national. Le projet de loi sur la réforme ferroviaire, on en a entendu parler, c'est la création d'une sorte de gros épique qui reprend à la fois la partie opérationnelle, l'exploitant SNCF et la partie des voies de chemin de fer, donc pourra faire un seul ensemble. Et puis on avait également la loi Macron qui a été votée récemment, et enfin la fameuse loi NOTRe qui est en cours de discussion et qui organise là en revanche des transferts de compétences entre les différents exécutifs, notamment sur le transport entre la région et les départements pour tout ce qui est transport suburbain et transport scolaire. Donc vous voyez qu'on était finalement avec une saisine qui nous demandait un avis sur finalement l'organisation de la mobilité, des transports publics et de l'intermodalité sur le territoire, avec pour autant des changements prévus de taille d'exécutif et de compétences différentes. Donc l'exercice était un petit peu périlleux et c'est pour cela qu'on a essayé surtout de travailler sur des aspects plus opérationnels. Cette étude, elle fait 50 pages et vous verrez qu'on va le faire en une dizaine de transparents. Donc je vous invite ensuite à échanger, si vous le souhaitez, avec moi pour, je dirais, creuser un certain nombre de pistes qui vous intéresseraient plus particulièrement. Mais on a essayé, je dirais, d'abord de faire une sorte d'état des lieux pour que nous puissions voir et proposer à l'exécutif une vision la plus complète possible, la plus exhaustive possible, même si c'est un peu prétentieux, de l'ensemble des acteurs de la mobilité sur le territoire. Les pratiques de mobilité également, avec des nouveaux entrants, et toutes les compétences, en tout cas telles qu'elles étaient définies au moment où l'étude a été faite. Le deuxième sujet, Philippe en parlait tout à l'heure, c'est qu'on s'est dit finalement, plutôt que de faire des grands concepts sur l'intermodalité, partons de celui qui utilise les outils de la mobilité, c'est-à-dire l'usager que nous sommes tous, le client que nous sommes tous, toutes et tous, pour finalement comprendre la typologie des clients usagers, leurs attentes, leurs besoins, et également les tendances qui aujourd'hui définissent ou prédéfinissent les offres de transport, et donc notamment, je dirais, tout ce qui est personnalisation, le plus en plus, la personnalisation de plus en plus forte que l'on constate aujourd'hui pour coller au maximum aux attentes et aux zappings parfois que font certains usagers, certains clients. Et j'y reviendrai aussi parce que vous verrez qu'on a aujourd'hui les modèles traditionnels que nous connaissons et puis pas mal de nouveaux entrants dans le domaine du déplacement et de la mobilité. Et enfin, bien évidemment, on avait aussi un postulat de base, c'était d'inscrire cette intermodalité dans une démarche
que nous connaissons également, c'est le développement durable, puisque si on a un peu moins d'autosolisme et un peu moins d'utilisation de la voiture, ou en tout cas l'utilisation seule, autosolisme, ça permet peut-être d'économiser un peu en CO2 et puis d'améliorer notre environnement. On avait également dans ce schéma-là des problématiques, je le mets dans le transparent, tout ce qui est espaces ruraux, la problématique de la fracture numérique, le vieillissement et l'exclusion dans des zones qui sont moins bien desservies que d'autres, et puis bien entendu le lien entre la mobilité durable, la transition énergétique et l'aménagement du territoire. Même si on n'est pas allé bien évidemment au bout de ces sujets-là, d'autres commissions travaillent sur ces sujets également au niveau du Césaire. Alors nos objectifs, eh bien, nos objectifs, ils étaient multiples. L'objectif final que vous voyez en troisième position, c'est bien évidemment de proposer à la région, puisque c'était une saisine de sa part, une méthodologie pour mettre en œuvre cette nouvelle compétence, ce chef de file-là de l'intermodalité. Que ce soit avec des solutions opérationnelles, on va y venir dans les préconisations, des propositions, on va dire, plus institutionnelles, et puis également les outils qu'on pourrait mettre en place pour mesurer l'impact des politiques publiques mises en œuvre. Mais bien évidemment, il y avait aussi d'autres objectifs. Les premiers objectifs, c'était d'encourager cette pratique de l'intermodalité, je le disais tout à l'heure. Intermodalité, développement durable, c'est important parce que ce sont effectivement des notions qui sont très conceptuelles, mais qui, au quotidien, touchent des milliers et des dizaines de milliers de gens, de salariés, des personnes âgées, des étudiants. Donc, c'est quelque chose d'excessivement important d'encourager cela. Et puis, également, et c'est un sujet essentiel, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a un foisonnement d'initiatives nouvelles. On a dans la salle sûrement un certain nombre à posséder des smartphones ou des outils numériques. Et c'est vrai que nous avons tendance aujourd'hui, avec ces outils, à avoir un panel le plus large possible de solutions de mobilité ou de déplacement qui arrivent. On connaît des choses très médiatisées comme Uber ou comme ID-Vroom ou Blablacar, mais tous ces nouveaux entrants sont aujourd'hui en train d'écorner en quelque sorte les modèles traditionnels. Et je dirais que ce qui nous a frappé au niveau de notre réflexion, c'est que aujourd'hui on était dans une économie qui n'était plus une économie de filière traditionnelle, mais en quelque sorte une économie d'usage. C'est-à-dire qu'avec une solution donnée, un usager, un client, va à un moment donné trouver un usage différent pour l'utilisation qu'il va en faire d'une solution de déplacement ou de mobilité. Je pourrais vous faire sourire en vous disant, je ne sais pas si je vais réussir, mais en vous disant, parce que vous êtes très attentif et très sérieux, mais en vous disant par exemple, si je vous pose la question, quelle est aujourd'hui l'entreprise qui dispose du plus grand nombre de fauteuils de cinéma? Alors certains diront c'est UGC, d'autres diront c'est Gaumont-Pathé. Eh bien, la réponse, c'est la SNCF. Parce que l'usage qu'on fait aujourd'hui des transports, grâce notamment aux tablettes numériques, permettent aux gens, aux voyageurs, de s'installer dans un fauteuil et finalement, avec un petit casque ou avec un écouteur, d'avoir un film directement en VOD ou téléchargé, etc. Donc ce que je veux dire par là, c'est que, rappelez-vous, aujourd'hui, moi j'ai un ado qui a 14 ans, dans sa chambre, il y a plus de matériel informatique que dans le bureau d'un directeur général il y a encore 5 ou 10 ans. Ce que je veux dire par là, c'est que l'usage d'une chambre à coucher n'est plus obligatoirement celui qu'on connaissait il y a 10 ou 20 ans. Et tout est à l'avenant comme cela. Ce que je veux dire, c'est que les modèles traditionnels aujourd'hui s'écornent. Est-ce que c'est de l'optimisme, des opportunités nouvelles, ou est-ce que ce sont des menaces ? Je dirais que c'est encore un sujet qu'il s'agit d'étudier. Mais néanmoins, on ne pourra pas faire face, on ne pourra pas se cacher derrière son petit doigt ou s'abriter derrière son Minitel. C'est effectivement aujourd'hui des nouveaux usages qui arrivent et qu'il faut prendre en compte. Donc ce rapport, effectivement, avait pour objectif aussi de présenter ces nouveaux usages par rapport à ces nouveaux acteurs de la mobilité. Alors on arrive aux préconisations. Un rapport en général de Césaire, effectivement, donne un ton, rappelle la saisine, fait un état des lieux, et ensuite, eh bien, les acteurs de la société civile que nous sommes, que vous êtes, au niveau des conseils de développement, proposent des pistes, réfléchissent autour des pistes qui sont autant de préconisations que pourra, si l'exécutif le souhaite, bien évidemment, mettre en œuvre la région. Première préconisation, c'est de garantir
la qualité de service par une présence humaine tout au long du déplacement. Ce qu'on s'aperçoit, et je dirais que c'est un lien peut-être direct avec le dernier sujet que je venais d'évoquer, le tout numérique. Le tout numérique, c'est bien beau. Mais finalement, quand vous avez 4, 5, 6, 8 sites différents qui vous donnent des informations qui ne sont pas toutes les mêmes, eh bien, il faut parfois revenir à la présence humaine, ne serait-ce qu'un téléconseiller, quelqu'un dans une agence, pour vous réassurer en quelque sorte par rapport à l'information que vous avez récupérée. C'est très important parce que ça veut dire aussi que la ressource humaine dans nos entreprises va être amenée à monter en compétences pour faire plus de qualité de service que simplement des tâches plus administratives ou des tâches qui sont automatisées ou qui sont numérisées aujourd'hui. Et ça, c'est important parce que pour moi, c'est également de l'optimisme par rapport à cela. C'est-à-dire que ça a du sens sur l'évolution des métiers, sur la gestion des compétences, et ça permet également d'asseoir la qualité de service attendue par nos clients. Car aujourd'hui, dans nos métiers, si vous voulez, nous sommes en concurrence dans le métier de transport, non pas avec la SNCF pour Keolis, ou avec le vélo, ou avec des parkings de stationnement. Mais nous sommes en concurrence avec, pourquoi pas Canal+, ou Orange, qui proposent à leurs clients des solutions créatives de simplification du processus client, de l'acte d'achat ou de l'acte de vente, qui font que lorsque vous êtes client de la mobilité, vous avez envie, vous, en tant que client, d'avoir le même niveau de prestation de service que quand vous allez acheter un abonnement téléphonique ou un abonnement Internet. Et ça, c'est très significatif. C'est-à-dire que finalement, ces entreprises qui ont été très vite sur ces solutions de simplification vont créer une norme qui va servir de référence dans l'esprit des clients. Et donc aujourd'hui, nos modèles traditionnels de l'autocar, de l'autobus avec le tramway, du train, TER ou TGV, sont des modèles qui doivent s'adapter très vite pour justement gagner à la fois en efficacité, mais également en qualité de service pour répondre à l'attente des clients. Sinon, ceux-ci se détourneront, ils iront vers Idevroom, ils iront vers Blablacar, ils iront vers Uber, où ils trouveront des solutions différentes, mais ils se détacheront des modèles dits traditionnels. Je vous laisse, je dirais, réfléchir à cela. La qualité de service, je le dis, elle sera la garantie de cette complémentarité entre les nouvelles technologies et ce rapport humain tout au long de l'acte de transport, de l'acte du voyageur. Alors la deuxième préconisation, elle paraît un peu le b.a.-ba, mais on en parlait tout à l'heure, il y a beaucoup d'autorités organisatrices de transport, et la nouvelle loi, même la loi NOTRe, ne remplace pas les compétences transport des agglomérations, des départements, elle va modifier les compétences, et de la région. Et donc il va falloir que, en tant que chef de file, la région s'attelle à, je dirais, coordonner au mieux, mais dans la limite de chaque autorité organisatrice. Le nom veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est une autorité de transport. C'est-à-dire que si le président d'une agglomération ne veut pas modifier, je dirais, son offre de transport par exemple, la région aura beau dire c'est de l'intermodalité, il faut le faire, elle aura un mur en face d'elle. Donc il faut de la subtilité, de la réflexion, et nous proposerons d'ailleurs un schéma institutionnel pour cela, de façon à ce que la coordination puisse se faire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il ne faut pas regarder que la bouteille est à moitié vide, mais dans la réalité, tous les jours, les opérateurs, les acteurs de la mobilité du déplacement, autorités organisatrices, entreprises de transport, nouveaux entrants de la mobilité, se coordonnent à la rigueur par défaut, par contrainte, pour répondre simplement à des demandes de clients. Donc ça, c'est quand même un sujet important. Donc c'est vrai que ça passe par l'amélioration des couvertures horaires, ça passe par de meilleures correspondances, ça passe par des dessertes peut-être parfois plus fines sur le maillage des territoires. On parlait tout à l'heure, je disais tout à l'heure de parler d'espaces ruraux où parfois on est un peu esselé. Donc c'est vrai qu'il faut réfléchir à tout cela et coordonner l'ensemble afin que, en termes de service public de transport aussi, nous ayons une réponse à apporter aux habitants de l'ensemble des territoires. Autre préconisation, alors là vous verrez qu'elle est très très opérationnelle puisque c'est une préconisation quasiment technique, c'est de créer un système chapeau pour permettre une meilleure fluidité du déplacement, une meilleure attractivité du déplacement. Alors je m'en explique. On a
à la différence par exemple de la Bretagne, qui est partie il y a maintenant un certain nombre d'années d'une page blanche, on a sur le territoire ligérien des AO, des AOT, des autorités organisatrices de transport, notamment des agglomérations, des départements, qui ont investi depuis un certain nombre d'années sur des systèmes de vente à distance, billettique par exemple, ou des systèmes d'information voyageurs plus ou moins sophistiqués. Et il apparaît difficile à un exécutif régional, qui est chef de file désormais de la compétence intermodale, d'aller dire finalement on fait table rase du passé. On sait bien que les dotations publiques sont de plus en plus rares et que ça coûte beaucoup d'argent que d'investir dans un système billettique. Un système billettique angevin qui date de 2011, il a coûté 5 millions d'euros. Donc on ne peut pas, du jour au lendemain, dire aux autorités organisatrices votre système finalement, on le balaye, on détruit tout et on recompose, comme en Bretagne, un système unique qui coordonnerait sur le temps réel, l'information voyageur, le système de vente à distance, et puis je dirais l'ensemble des déplacements du territoire ligérien. Ce n'est pas possible. Donc il faut qu'on trouve une solution différente, mais qui réponde aux mêmes besoins du client. Parce que veut le client aujourd'hui? Un usager des transports ou du déplacement, quand il a besoin de faire un déplacement entre Nantes et Angers, alors moi je ne suis pas le bon exemple parce que je suis venu en voiture aujourd'hui, je savais que ça allait en faire sourire 2 ou 3, mais au moins j'évite la question tout à l'heure. Il va être obligé, tiens, il va partir de chez lui, il va prendre un vélo. Donc s'il n'est pas abonné au service Biclou, il va être obligé d'aller peut-être à la boutique Biclou ou d'aller sur Internet pour réserver son vélo ou voir si un vélo est disponible. Puis il va monter sur son vélo, il va le laisser à la gare. À la gare, il va aller chercher un billet de TER. Alors s'il a été un peu précautionneux, il l'a peut-être fait là aussi par Internet parce que le système fonctionne, mais c'est un autre système que celui de Biclou. Et puis, il va prendre son TER, il va valider son titre, bien évidemment. Il va arriver à Angers. Là, il va chercher un titre pour monter dans le tramway. Et puis, il va arriver au bout de son périple du côté de l'Ezéo, par exemple. Et là, il aura fait un transport intermodal. Mais il aura été 3 fois chez des opérateurs différents, sur des systèmes différents. Et s'il avait envie d'être rassuré pour savoir si son tram était à l'heure, il va être obligé d'aller voir, que ce soit pour le TER ou pour le tramway, sur le système d'information en temps réel, si oui ou non, le tram va être à l'heure ou le TER n'aura pas de retard ou d'incident. Donc, si vous voulez, on est sur un système qui, finalement, ne favorise pas l'intermodalité. On aurait envie, en tant que client, en tant qu'usager, d'avoir un système simple. On va dessus, on s'identifie, on réserve son déplacement Nantes-Angers, et à chaque fois qu'on prend un mode de transport, finalement, on valide, et puis on ne se pose pas de questions. Et ça, bien évidemment, c'est un gage d'attractivité. Parce qu'on ne se pose plus la question d'aller sur tel site ou sur tel autre. On ne se pose plus la question de la correspondance. On ne se pose plus la question de savoir le prix du billet que je vais payer ici ou là. Et donc ce sont des éléments qui permettent à un moment donné de faciliter l'utilisation des transports. Et donc on peut parler autant d'intermodalité qu'on voudra. Si on n'a pas un système souple, facile d'accès, compréhensible par l'usager qui là est un client, eh bien on aura toujours des freins qui feront que les gens prendront à la rigueur leur voiture ou feront du covoiturage. Ce qui n'est pas choquant en soi non plus. Je ne suis pas un ayatollah du transport public, mais je veux juste dire que si on veut encourager des mesures pour l'intermodalité, il faut qu'on mette derrière un certain nombre de dispositifs qui permettent justement de faciliter le transport. Alors on propose, nous, de faire un système chapeau. Alors qu'est-ce que ça veut dire un système chapeau? Ça veut dire que finalement on garde l'ensemble des systèmes informatiques, billettiques et d'information existants, qu'on crée à partir d'un outil qui existe déjà, qui est Destineo. Un outil qui permettrait de mettre un compte client sur Destineo, c'est-à-dire que vous vous identifiez Monsieur Dupont, Monsieur Durand, Madame Martin, je rentre mes coordonnées, à la rigueur mon numéro de carte bleue, comme ça se fait sur certains sites, et puis ensuite, je vais, grâce à ce site, directement avoir l'ensemble des déplacements qui vont m'intéresser. Et lorsque je vais aller dans un transport, quel qu'il soit, eh bien avec mon smartphone ou ma carte bleue, sans contact, je vais valider. Ou bien le système nantais qui est très bien, qui est un système peu cher, j'ai une sorte de code qui arrive et je valide moi-même mon code. Et donc lorsque le vérificateur ou le contrôleur rentre, il va vérifier sur le smartphone que le code est validé. Donc on peut très bien, avec un investissement minimum, proposer une solution qui pourrait, au départ, parce que je parle beaucoup et je ne mets pas les écrans en même temps, mais je suis passionné par ce que je vous dis, on pourrait avoir finalement un système assez simple qui pourrait au départ peut-être être fait
de manière expérimentale sur un Nantes-Angers par exemple, ou un Angers-Le Mans, ou peu importe, qui pourrait être expérimental et qui servirait ensuite de base au lancement d'un titre virtuel multimodal sur le territoire ligérien. Voilà ce que nous avons proposé à l'exécutif régional. Bien entendu, ce système chapeau, lui, va encaisser l'ensemble des montants des différents titres de transport et va organiser la rétrocession auprès des opérateurs, bien évidemment. Puisque vous imaginez bien qu'il faut bien qu'à un moment donné, les opérateurs soient rémunérés, que ce soit la SNCF, que ce soit Biclou, que ce soit Keolis à Angers, Irigo, etc. Donc on est vraiment sur un système finalement souple, qui doit être transparent pour l'utilisateur et qui au final permettrait, je mets un conditionnel parce qu'on n'y est pas, permettrait une attractivité plus forte, en tout cas de la mobilité et des déplacements. Je l'ai plus ou moins dit tout à l'heure, on a effectivement essayé de proposer également à la région un système souple là aussi, pas lourd, on ne veut pas créer une agence de l'intermodalité, on ne veut pas créer une structure supplémentaire. Ce qu'on dit, c'est qu'il existe des schémas assez simples à mettre en œuvre, qui pourraient être une sorte de conférence des autorités organisatrices de transport, qui, à l'initiative de l'exécutif régional, dans le cadre de son rôle de chef de file de l'intermodalité, pourrait réunir 1 fois ou 2 fois par an les autorités organisatrices d'Angers, du Mans, de Laval, de La Roche-sur-Yon, etc., des départements, pour, je dirais, fédérer les acteurs, poser les problèmes, faire une sorte de cahier des charges de l'état des lieux de l'intermodalité en disant, ben voilà, on va prioriser la règle des 20-80, voilà ce qu'on va faire cette année, et mettre en place les politiques publiques. La loi propose le fameux schéma régional d'intermodalité qui peut être bien évidemment le réceptacle de ces politiques publiques. Et puis, avec un comité de pilotage qui pourrait là être ouvert aux acteurs de la mobilité. Alors, ça va des fédérations d'usagers, en passant par les opérateurs publics, en passant par les opérateurs privés, les nouveaux entrants, etc., qui pourraient là apporter un appui technique à l'exécutif régional dans la mise en œuvre de ces politiques publiques. Et enfin, bien évidemment, un outil de mesure. Parce qu'on ne peut pas lancer des politiques publiques sans mesurer à un moment donné les écarts entre l'intention de l'exécutif, du politique, et la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Aujourd'hui, et on l'a mis pour référence parce que c'est très significatif, l'indice qui mesure aujourd'hui l'intermodalité ne prend en compte que l'intermodalité entre les billets de TER et le réseau urbain, et les réseaux urbains. C'est-à-dire que ça représente qu'1,3% de l'intermodalité. Or, l'intermodalité, dans sa réalité, elle est bien plus importante que cela, bien évidemment. Néanmoins, aujourd'hui, on a une vision finalement très partielle de l'intermodalité. Donc, déjà, constituons, créons, peut-être à partir d'un exemple concret, je le disais tout à l'heure, un périmètre défini qui permettrait ensuite d'étendre, créons un indicateur de mesure plus pertinent, qui ne sera jamais parfait, bien évidemment, mais qui permettrait, à l'aune de cette mesure, de définir et de mesurer les écarts éventuels et la progression également de l'intermodalité. Voilà, j'ai été un peu bavard, et je suis maintenant tout à fait à votre écoute pour échanger si vous le souhaitez. Non, il est effectivement tout à fait passionné. Je précise simplement que pour ceux qui souhaiteront prolonger un peu l'échange qu'on a avec Christophe Rennery, il y a à la fois des 4 pages qui résument l'étude, et pour ceux qui veulent aller plus à fond, il y a les 50 pages disponibles. Alors, j'en ai peut-être pas pour tout le monde des 50 pages, mais au moins les 4 pages, il y en a pour tout le monde, hein. Voilà, alors on peut ouvrir l'échange. Donc, qui veut commencer? Voilà, il y a déjà plein de mains qui se lèvent. Donc, Brigitte va apporter le micro. Merci. C'est bon? Monsieur, ancien élu de Saint-Sébastien-sur-Loire. Oui, Jean-Luc Auger. Ma réflexion, est-ce que vous êtes parti pour toutes ces réflexions sur l'existant déjà, par exemple, je pense au PDU, au plan de déplacement urbain, ou alors c'est vraiment toute une recherche dans la nouveauté? On va peut-être prendre 2 ou 3 questions, et puis alors Monsieur Gagneur dans le fond, Jacques Gagneur.
Voilà, on va prendre 3 questions après. Dans votre exposé, vous n'avez pas du tout parlé de l'aspect tarifaire de l'intermodalité, aussi bien du point de vue de la personne mobile, voyageur, client, usager, comme on va l'appeler, ou bien du point de vue du budget des collectivités publiques concernées, les autorités organisatrices de transport. Alors, est-ce que c'est un choix du Césaire de laisser cette dimension de côté, ou bien est-ce que c'est simplement une impréparation actuelle de la réflexion sur ce sujet? Voilà. Et 3e question, après... Oui. Bonsoir, René Pavageau, membre du CODERPA, Comité départemental des retraités et personnes âgées de Loire-Atlantique, et en même temps membre du Césaire. Donc, voilà, ma question, tout ce travail sur l'intermodalité, effectivement, est très intéressant et répond probablement à des attentes d'un public, je dirais, un peu global, moyen, pour tous les déplacements. Pour autant, il existe un certain nombre de publics un petit peu différents pour lesquels des réponses, quelquefois, ne sont pas toujours apportées. J'en prends 2. Les jeunes, les étudiants. Vous savez que l'université de Nantes est jumelée avec l'université de Rennes. Donc, des étudiants vont avoir à sortir du périmètre de la région pour aller dans la région Bretagne. Est-ce qu'on peut imaginer que dans le cadre de l'intermodalité et des relations étroites qui dureraient entre la Bretagne et les Pays de la Loire, eh bien des solutions puissent être trouvées de façon à leur permettre que l'intermodalité, ça continue au-delà du périmètre de la région. Deuxième, et là c'est peut-être un peu plus problématique, un certain nombre de publics, et notamment les personnes âgées, font de la mobilité, donc de l'intermodalité, un élément important du maintien à domicile. Alors vous savez qu'une loi va être votée et elle est en cours de vote, dite loi d'adaptation de la société au vieillissement. Cette loi, elle préconise le maintien à domicile le plus longtemps possible des seniors pour justement ne pas engorger des établissements spécialisés de type EHPAD. Ce qui veut dire que, alors c'est vrai en secteur rural, mais pas seulement, en milieu urbain, les transports, la mobilité est un élément primordial du maintien à domicile. Il y a le logement avec l'adaptation du logement, mais il y a aussi les déplacements. Je dirais les transports actuels sont adaptés à un grand nombre de personnes. Pour autant, des personnes en perte de mobilité ou qui ont des difficultés à se mouvoir, y compris dans les transports urbains, ont des difficultés. Ils ont peur de prendre le tramway, parce que ça va vite, parce que ça bouge beaucoup, parce qu'ils n'ont pas toujours accès aux places assises. Idem dans le busway ou dans les bus. En milieu rural, il y a quelquefois assez peu de cars, lilas, même s'il y a tout le réseau qui a été très développé, il y a assez peu de cars qui répondent peut-être à leurs attentes. Alors, est-ce qu'on peut imaginer, est-ce que vous l'avez évoqué dans le cadre de l'étude que vous avez faite, justement pour essayer de prendre en compte, bien sûr, les besoins globaux de mobilité de la population, mais aussi de publics particuliers tels que ceux que je viens de citer. Christophe. Merci pour ces questions. Alors, comme vous l'avez compris, c'est une... Si, ça y est. La présentation que je vous ai faite est synthétique. Et donc, bien évidemment, l'ensemble des sujets que vous évoquez là ne sont pas obligatoirement présentés en points saillants. J'ai toujours peur qu'ils partent, c'est pour ça que je le tiens doublement. Le point saillant, ça marche pas. Non, ça marche pas mieux. Tiens, prenons celui-là. Merci beaucoup. Les points saillants, effectivement, sont ceux-là. Mais effectivement, on n'a pas mis l'ensemble des sujets présentés dans cette présentation synthétique. Vous retrouvez un certain nombre de choses dans le rapport. Alors, je vais les prendre un par rapport aux points que vous avez évoqués. Sur les personnes âgées et le milieu rural, on a juste évoqué dans la présentation, effectivement, la problématique des espaces ruraux et la problématique des personnes âgées. Ça a été dit dans la présentation que j'ai faite tout à l'heure. Et bien évidemment, c'est développé dans le rapport. Après, la difficulté, elle est évidente, c'est que le maillage des territoires ruraux, du fait de la faible densité, est beaucoup plus complexe à assurer. Donc on trouve des solutions parfois plus flexibles, du TAD, etc., qui peuvent permettre de répondre à ces attentes. Et puis il y a des nouveaux entrants comme les transports solidaires qui viennent parfois aussi aider un certain nombre de territoires ruraux et en difficulté par rapport à cela. Sur les jeunes, et notamment les étudiants,
Bien évidemment, c'est un sujet qui a été traité également. Néanmoins, ce qui est intéressant dans votre approche, c'est le lien interrégional entre Bretagne et Pays de Loire. Bon, alors pour l'instant, on est toujours à 2 régions. Donc, si on était à une seule région, le problème eût été résolu rapidement. Mais comme on est à 2 régions, il faut regarder les choses effectivement avec une certaine acuité. Je vais vous donner un exemple très simple. Alors, c'est du off. Ça ne doit pas sortir d'ici, mais comme on est enregistré et que ça va être publié sur Internet, je prends le risque. J'étais tout à l'heure avec David Boreau de la SNCF qui me disait il faut qu'on expérimente. Alors je dis bien, c'est une expérimentation. On a à peine jeté les bases de la réflexion. Une sorte de pack étudiant qui permettrait à des étudiants, finalement, d'avoir des tarifs préférentiels, une offre préférentielle, à la fois pour le TER, pour le vélo, pour le tram et le bus, pour le TGV. Et si je dis TGV, je réponds bien évidemment à votre questionnement par rapport à la problématique interrégion entre l'université de Rennes et l'université de Nantes. Donc effectivement, les acteurs aujourd'hui travaillent sur ces sujets-là. Alors ça va toujours trop lentement, bien évidemment, parce que les enjeux sont très complexes, que les acteurs sont multiples et qu'on parle toujours gros sous au final. Hein. C'est une évidence. Ce n'est pas un gros mot que de dire ça, c'est une réalité. Donc oui, il y a des réflexions en cours sur ces sujets-là. Sur la problématique de la tarification. Alors, on ne l'a pas abordé sous forme de problématique tarifaire, parce que, et c'est un petit peu ce que j'avais dit au démarrage de mon intervention, la problématique, je vois monsieur, là voilà, je suis là, mais la problématique, ça je vous vois mieux, la problématique tarifaire, en fait, dépend des AO. Une autorité organisatrice de transport fixe le tarif. Elle fixe l'offre, le niveau d'offre, et elle fixe aussi le tarif. À partir de là, la région n'a pas la maîtrise des tarifs. Déjà, au niveau du TER, c'est l'État qui décide des tarifs, ce n'est pas la région. Il faut quand même que les gens le sachent, ici. Après, il y a des modifications qui peuvent être apportées en termes de tarifs solidaires, etc., de solidarité, etc. Mais néanmoins, les grands tarifs au kilomètre au niveau du TER sont fixés par l'État. Et ensuite, c'est chaque autorité organisatrice de transport, donc les agglomérations, les départements aujourd'hui, qui fixent dans leurs prérogatives la tarification. Donc ça ne nous semblait pas être un angle d'attaque pour parler d'intermodalité. C'est un angle d'attaque dans l'intermodalité si le tarif est prohibitif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous avez un tarif qui ne permet pas l'accès au transport, bien évidemment, ça nuit au transport, mais ça ne nuit pas à l'intermodalité elle-même. En revanche, ça peut devenir gênant si vous cumulez un titre TER plus un titre de tram plus, etc., et qu'au bout d'un moment, votre déplacement revient très cher. Donc effectivement, nous disons, il faut que, par le biais du système chapeau, on réfléchisse déjà à la mise en place d'un système qui permette de fluidifier au niveau des tarifs pour que les gens puissent, dans l'acte d'achat, avoir une certaine souplesse. Et à terme, et on l'écrit, il sera intéressant que la région réfléchisse avec les AO pour, à un moment donné, peut-être au kilomètre, on ne sait pas, moi j'ai pas la réponse aujourd'hui, propose finalement un tarif régional quelque part. Et que ensuite les compensations se fassent AOT par AOT. Mais ça signifie là encore que derrière, il y a une volonté de compenser, donc ça sera obligatoirement les AO, quelles qu'elles soient, qui devront compléter, parce que le tarif sera toujours moins cher, bien évidemment. Hein. Si vous faites un tarif régional, c'est pour que ce soit moins cher que si vous ajoutez un tarif urbain, plus un tarif TER, plus un tarif vélo. Il faut que ce soit moins cher, sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc si c'est moins cher, ça veut dire que des opérateurs vont perdre en recettes. Et donc il faut bien que ces recettes soient compensées. Donc vous voyez la difficulté du sujet. Donc on a abordé cette question sous cet angle-là, mais pas sous l'angle de quel est le bon tarif pour tel type de transport, parce que ce n'est pas du rôle de la région demain de le définir. Voilà. Et enfin, les PDU et les SCOT, j'ai arrondi au SCOT. Hein. Bien évidemment, là aussi, les offres sont faites pour tenir compte des PDU, des SCOT, etc. C'est une évidence. Nous, on n'est pas là pour définir les offres de transport. C'est la même chose que pour les tarifs. C'est-à-dire que ce sont bien évidemment les AOT qui définissent l'offre, le niveau d'offre en fonction de leurs contraintes, qui sont des contraintes budgétaires, de services publics, etc. Et ensuite, les opérateurs le mettent en œuvre. En revanche, au niveau de l'intermodalité, nous, ce que nous disons, c'est que bien évidemment, on peut avoir cette lecture du SCOT et du PDU, mais néanmoins, on n'aura pas l'autorité au niveau de la région pour dire que telle offre est insuffisante ou autre. On pourra le pointer.
Mais ça sera bien l'autorité organisatrice, à un moment donné, de dire j'accepte de la modifier ou pas. Donc vous voyez, l'angle d'attaque n'est pas facile, parce que chef de file n'est pas autorité organisatrice. Il ne sera que chef de file. La région ne sera que chef de file. Voilà sur ce que je pouvais dire sur ces 3 questions. Voilà pour ces 3 questions. Alors qui voilà, Yves, Robin, ensuite... Oui, alors donc en parlant d'intermodalité, je pense à la région Île-de-France qui a le pass Navigo qui était à multitarif selon les zones. Et donc bientôt, je crois que le pass Navigo va être uniforme. Et après, qu'est-ce que vous pensez donc de l'expérimentation Corrigo qui s'étend à toute la Bretagne? Allez-y, allez-y. Bonsoir, Émeric Gileso. Je voulais savoir si vous travaillez ou vous avez réfléchi à une tarification zonale alvéolaire, puisque Keolis, le groupe Keolis, en ce moment, la direction est en train de travailler et réfléchir sur cette question-là. Et donc, savoir si vous aviez un retour et éventuellement envisager l'appliquer. Parce que je ne vous suis pas tout à fait. En fait, la tarification zonale alvéolaire, c'est un peu le système qui est utilisé en Allemagne, où vous découpez par des zones qui permettent, quel que soit le trajet effectué, finalement de payer toujours un prix qui soit à peu près équivalent, quel que soit le point de départ et le point d'arrivée. Sauf que la tarification zonale en Île-de-France, elle n'est pas alvéolaire, elle est circulaire, c'est-à-dire que quel que soit le point d'arrivée, c'est concentrique vers le centre. Donc ce qui fait que si je fais un trajet circulaire dans la même zone tout autour de la banlieue, finalement ça coûte plus cher à l'opérateur, alors parce que j'ai un trajet qui est plus long, mais finalement pour le client c'est le même prix, puisqu'il ne quitte pas sa zone. Alors, la précision, c'était plutôt sur Keolis qui... Keolis travaille sur ce sujet, et donc comme quelque part, vous êtes... À quel niveau, s'il vous plaît? Alors au niveau, au siège à Paris, à Haussmann, bon, c'est une présentation qu'on a vue. Pas sur la région. Ah non, pas du tout. Par curiosité, vous travaillez chez Keolis peut-être? Non, pas du tout. Non, je suis à la FNOT, mais on avait rencontré Keolis au mois de décembre et il nous avait présenté justement, cela. Et donc, je voulais savoir si vous avez eu des retours là-dessus et éventuellement une application possible en Pays de Loire. Alors, il y a un 3e intervenant, oui, donc on le fait tout de suite. Yann Marot, oui. Oui, merci, bonsoir. Moi, je serai plus généraliste. Vous parlez d'intermodularité. Donc, la base du système, c'est quand même le maillage des divers transports, vélo, tram, TER, le train, etc. Et pour cela, je me demandais si au Césaire, vous avez aussi pris en compte les nœuds multimodaux, qui permettent effectivement, quand je pars de chez moi à vélo pour prendre le bus ou pour rejoindre le TER qui serait par exemple la gare de Saint-Herblain-Indre, ce qui me permettrait effectivement un choix de déplacement plus facile au sein de la région. Alors, si vous voulez, je vais commencer par ça. On a effectivement travaillé sur des PEM, et toutes les gares multimodales et les nœuds multimodaux. D'ailleurs, on travaille là-dessus depuis plusieurs années au Césaire. Enfin, moi, je suis tout nouveau au Césaire, mais depuis plusieurs années au Césaire par rapport à ça. Donc, effectivement, ça a été un des éléments du rapport où on explique que ce sont des endroits justement de vie qu'il faut redynamiser, pour justement donner de l'attractivité à l'intermodalité. Donc c'est effectivement un élément important. Alors c'était pas mis dans la synthèse, mais vous l'avez bien dans le rapport. Ah ouais, c'est gentil, merci. Sur la tarification zonale. Donc vous m'avez fait peur en fait, monsieur, parce que je me suis dit ici, je venais d'apprendre là par votre bouche que Keolis était l'opérateur de la région en Pays de la Loire, et donc je me retrouvais directeur régional, et j'étais ravi de cette promotion immédiate et inattendue, très soudaine, mais a priori c'était pas ça. Donc c'est pour ça que je me suis permis de vous faire préciser votre remarque. Oui, on travaille effectivement sur des solutions au niveau national, mais aujourd'hui qui ne sont pas mises en application. Notre travail, c'est un travail prospectif, et notamment par rapport aux nouvelles compétences qui arrivent, pour pouvoir faire des propositions. Et ça me permet de rebondir d'ailleurs sur la question du STIF et de Corrigo, parce qu'effectivement, en donnant Corrigo et le STIF, c'est-à-dire le pass Navigo, plutôt, vous donnez en fait 2 exemples, le bon exemple et le mauvais exemple. Alors je vous laisse réfléchir quel est le bon et quel est le mauvais.
Le bon exemple, c'est Corrigo, bien évidemment. Et tout à l'heure, j'en parlais. La région Bretagne a eu très tôt, avant beaucoup de monde, cette vision hein, de l'intermodalité et du fameux pass Corrigo, qui a été d'abord mis sur Rennes. C'est Keolis Rennes qui l'a mis en place, d'ailleurs, et qui ensuite, du fait de son efficacité et de son attractivité, a été travaillé avec la SNCF. Et puis petit à petit, des communes, des communautés d'agglomération, des agglos, le département d'abord. Je crois que c'est d'abord le département d'Ille-et-Vilaine. Et puis ensuite, et aujourd'hui, ça s'étend sur toute la Bretagne. C'est-à-dire que les AOT, plutôt que d'investir dans un système, je dirais, qui aurait été un système un petit peu différent, se sont dit, il y a un truc qui marche à Rennes, est-ce qu'on ne peut pas s'intégrer à ce truc-là ? Grosso modo, c'est ça qui s'est passé. Et petit à petit, ça a fait des petits, justement, et ça s'est étendu. Et aujourd'hui, on a effectivement quelque chose qui ancre bien le pass Corrigo, la carte Corrigo, sur le territoire breton. Alors, il y a deux choses, je pense, différentes. La première, c'est que Nantes, la métropole nantaise, n'avait pas de billettique et n'a jamais voulu aller à la billettique. Elle est en train d'y aller aujourd'hui petit à petit, mais elle n'a jamais été sur ces sujets-là. Ce qui fait qu'elle n'a pas eu l'attractivité qu'a eu Rennes par rapport aux autres agglos. Donc les autres agglos qui ont mis des modes en place, des modes lourds, petit à petit se sont mis à la billettique et chacune dans son coin a essaimé, a fait son système. Donc ça, c'est le premier point. D'où l'idée du système chapeau. Le deuxième sujet, c'est que l'identité bretonne est peut-être plus forte que l'identité ligérienne. Ce que je veux dire par là, c'est que Corrigo, ça marque. Entre Nantes, Angers, Le Mans, Laval, et puis même en Anjou, entre Cholet, le Saumurois et Angers, voilà, l'identité, elle est plus difficile. Elle est moins ancrée, on va dire. Donc, c'est peut-être un élément supplémentaire qu'on a eu en réflexion, d'ailleurs, dans la commission. Et on s'est dit, finalement, créons déjà un titre virtuel chapeau, parce qu'on ne peut pas, et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, tout casser tous les systèmes, et en remettre un. Je veux dire, Le Mans, il a son tramway depuis 2009 ou 2010. Son système billettique date de cette époque. Il n'est pas encore amorti, si je puis me permettre, et il a coûté sûrement le même prix que celui d'Angers. Donc, vous avez là des investissements qui ont été portés par les collectivités, et à l'heure où les dotations de l'État sont quand même de plus en plus limitées, il paraissait un peu difficile d'aller préconiser à la collectivité une solution d'effacer en quelque sorte l'ensemble des systèmes pour en recréer un supplémentaire. Ça ne nous semblait pas la bonne alternative, donc on a proposé plutôt ce fameux système chapeau. Le STIF, c'est un contre-exemple, parce que la région Île-de-France, effectivement, a un opérateur unique, ou quasiment un opérateur unique, on va dire. Hein. Il y a RATP, SNCF, grosso modo, et quelques petits transporteurs pour les autocars, mais grosso modo, il y a un système unique qui est à la fois très intégré du fait de la densification de la région Île-de-France. Enfin, on le voit bien, on est, pour ceux qui vont de temps en temps à Paris. Bon. Donc, on est dans un système très intégré, mais qui en même temps est un système au superlatif. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un système qui engendre des coûts de fonctionnement et des coûts d'investissement qui sont énormes, qui sont complètement disproportionnés avec la réalité économique du territoire de l'Île-de-France. Donc je dirais que c'est un mauvais exemple pour une région comme les Pays de la Loire, qui a toujours eu une rigueur dans sa gestion budgétaire, dans ses investissements, et partir sur un système comme celui-là, qui au final est un système au superlatif, qui génère énormément de coûts, ne me semble pas la meilleure des solutions. Mais là, c'est un avis personnel. Alors oui, Alain Grand-Guillot, ensuite, voilà, une deuxième personne à côté. Et une troisième derrière. Donc les trois questions, dans le fond, Alain Grand-Guillot, et puis il y a deux autres personnes derrière. Oui, je voulais revenir sur la question des différents publics. En même temps, savoir si il est prévu aussi de tenir compte des horaires ou des jours sur l'intermodalité, parce qu'en essayant de servir des transports non véhicules légers, je m'aperçois que quelquefois, ce qu'on a en semaine comme intermodalité ne fonctionne pas du tout le samedi ou le dimanche. Et l'autre, c'est juste, vous avez fait allusion aux relations interrégionales. Moi, je voudrais partir d'une expérience que j'ai un peu en tant que parent et animateur de club sportif. C'est que, en fonction des compétitions, des événements sportifs, il y a vraiment un problème de déplacement des jeunes pendant le week-end.
Et entre autres, quand on est sur le littoral, il faut savoir qu'il y a des compétitions qui ramènent plusieurs milliers de compétiteurs, enfin pour la voile, l'aviron, enfin des choses comme ça. Et donc je me pose, on s'est souvent posé la question, comment amener l'ensemble, non pas des compétiteurs, il y a toujours une solution, mais l'ensemble des copains qui sont supporters. Et pour en avoir parlé avec, donc concrètement, c'est peut-être de travailler avec le mouvement olympique ou sportif pour vérifier ces problèmes de transport de jeunes qui commencent quand même à l'âge de 15 ans. On a parlé des étudiants, mais ça peut commencer à l'âge de 15 ans. Pensez aux supporters, etc. Les jeunes des quartiers qui ne peuvent pas y aller puisqu'il n'y a pas de covoiturage suffisant. Yannick Collin, comité régional CGT, en charge des questions de transport. Il y a 3 EPIC maintenant, hein, SNCF. Donc on fait l'inverse de, en gros, ce qu'on essaye de rechercher ici. Hein, on a plutôt séparé que globalisé. Mais c'est pas ça l'objet de ma question. Enfin, j'en ai 2. La première, c'est dans le rapport que vous avez travaillé, il y est dit que, enfin, il est question des mobilités subies. Hein, donc la question, c'est quoi les mobilités subies? Et il est précisé que le schéma doit également permettre de limiter justement ces mobilités subies. Donc c'est avec quels moyens, quoi, en fait? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est une question qui n'apparaît pas, et ça a déjà été évoqué, je pense, c'est la question des moyens. Les moyens financiers, les moyens humains. Hein, on ne le lit pas, je pense, dans le document. Et au moment où on entend beaucoup parler d'économie, hein, de concurrence, parce qu'il y a des déficits publics, c'est souvent ce qui est dit. Donc, est-ce compatible avec le terme présence humaine tout au long du parcours, alors que les gares à la SNCF se désertifient, qu'on ne voit pas non plus de personnel dans les PEM, quoi, dans les pôles d'échange multimodaux. Hein, donc voilà 2 questions. Je voulais juste poser une question sur la notion de ticket. Vous pouvez vous présenter, réel. pardon, parce que... Ouais. Sarah Blondet. Pour savoir s'il n'y avait pas possibilité, en fait, pourquoi on n'aurait pas un ticket plutôt aussi l'équivalent en réel et virtuel, puisque dans ce que vous avez présenté, il y a les questions de beaucoup sur application mobile, mais à un moment donné, toute une tranche de la population où des gens n'ont pas forcément accès à, ou envie aussi tout court en termes d'usagers justement de passer par un smartphone ou compagnie, mais d'avoir un système qui soit éventuellement payable en fin de trajet, qui soit proportionnel à la distance qu'on ait parcourue, et quel que soit le type de transport qu'on utilise, le vélo, le train, tout confondu. Alors voilà, 3 questions, et après on passera à une autre série. Bien. Alors moi je vais rebondir directement de la question que vous venez de me poser, parce que effectivement on a beaucoup réfléchi à ce genre de choses, et on se dit que là, si on faisait ça, ça serait excessivement compliqué. Il faudrait embaucher beaucoup, alors ça va faire plaisir à la personne qui a... Et puis moi aussi, parce que j'aime bien embaucher, vous savez, je préfère embaucher que l'inverse. Le problème, c'est qu'à un moment donné, effectivement, on se heurte au modèle économique. On se heurte vraiment au modèle économique. Je suis totalement d'accord avec vous, ça ne correspond pas à tous les types de personnes, mais finalement, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. On n'a pas aujourd'hui les moyens, en tout cas on n'a pas préconisé à la collectivité, de créer un système billettique in situ, avec le hard, hein, et une carte spécifique, parce qu'on pourrait faire ça, type Corrigo. Ça coûterait énormément cher, ça entrerait en concurrence avec les systèmes billettiques existants, et donc ça ne fonctionnerait pas. Donc après, payer à l'arrivée, ça veut bien dire qu'à un moment donné, vous allez passer de systèmes différents gérés par des opérateurs différents. Comment vous pouvez contrôler? Je veux dire, vous êtes contrôlé dans le TER, vous dites, mais oui, mais je paye à Angers ou au Mans quand j'arrive au Mans. Au niveau du... Qui va vous croire? Comment vous allez le faire? Il faut bien que vous enregistrez quelque part. Donc si vous vous enregistrez quelque part, c'est bien sur un système central ou centralisé numérique, parce que sinon je ne sais pas le faire autrement. Ou alors il faudrait aller dans le guichet de la SNCF pour aller s'enregistrer en disant bon ben je vais aller à tel endroit. Qu'on vous fasse un petit papier au guichet, vous disant que vous allez là avec un coup de tampon, et puis vous baladez avec ce truc-là. Enfin, c'est excessivement complexe, et je dirais que ça ne correspond pas En tout cas, ça nous renvoie obligatoirement à être obligé d'aller chez les différents opérateurs. Donc ça ne sert à rien finalement. Donc si vous voulez, je trouve que c'est effectivement très compliqué, et que même si, et on l'assume au niveau du Césaire, hein, même si on sait bien que le numérique ne fait pas tout,
à tel point qu'on a quand même dit aussi à un moment donné que justement par rapport au tout numérique, il faut aussi réassurer les usagers, les voyageurs, les utilisateurs quand ils montent dans les différents systèmes de transport, et donc il faut aussi de l'humain. Néanmoins, c'est la solution finalement la plus susceptible de correspondre à la fois à la problématique économique et à la problématique de lisibilité, ou en tout cas de facilitation, j'aime pas le mot, du transport par rapport au choix d'éventuels clients. Donc voilà. Les moyens. Eh ben oui, je suis d'accord avec vous. Et vous savez, le président de la commission, c'est Christian Dubos. Enfin, à l'époque, Christian Dubos qui n'est plus là. On a eu des échanges, et avec Luc Serrano aussi, et on s'entend plutôt bien. Mais néanmoins, à un moment donné, on a des contraintes qui sont devant nous. Alors on peut aussi dire que les contraintes n'existent pas, mais néanmoins, les contraintes, elles sont là. Et d'ailleurs, on va faire un rapport bientôt là, au niveau du Césaire qui va être le modèle économique des transports publics, où la question qui est posée, c'est comment on réduit la dépense. Eh oui, eh ben oui. Alors c'est peut-être un gros mot que de dire ça, mais néanmoins, voilà. Alors comment on fait pour réduire la dépense, garder un bon niveau de qualité de service, répondre aux problématiques de maillage, c'est le grand écart, hein, c'est très compliqué. Et moi, je crois beaucoup, justement, à... En tout cas, j'essaye de le faire dans mon entreprise, et je sais que j'ai pas mal de collègues qui essayent de le faire aussi, d'utiliser le numérique, non pas pour dégraisser et réduire l'emploi, mais pour faire monter en compétence les salariés. On essaye vraiment de le faire comme ça, parce qu'on aura toujours besoin de personnel. On ne peut pas être dans des services déshumanisés, c'est pas possible. On est un des métiers où on n'est pas justement de l'emploi délocalisable. Donc à un moment donné, alors à part le métro automatique, mais quand vous avez un métro automatique, pour ceux qui ont vu ce qu'était un PC de métro automatique, il y a plus de bonhommes dans le PC que s'il y en avait de conducteurs. Donc au final, ce n'est pas des métiers délocalisables. Donc on a cette chance-là. En revanche, on ne peut pas non plus regarder nos modèles qui sont les modèles traditionnels, qui ont une certaine expertise, qui apportent du service au quotidien et un vrai service public. On ne peut pas le regarder en disant finalement rien ne doit bouger, parce que les nouveaux entrants qui arrivent, eux, ils nous prennent des parts de marché. Donc, il faut à tout prix, à mon sens, prendre ces nouveaux entrants comme des opportunités et pas comme des menaces. Et à partir de là, ça veut dire qu'on évolue au niveau de nos modèles. C'est pas facile, mais c'est quelque chose que nous essayons de faire. À partir de là, je réponds aussi à la question du maillage. Vous dites, et vous avez raison, monsieur, je ne sais plus où il est, club sportif, voilà. C'est vous? Oui. Moi, j'ai le même problème que vous. J'ai une fille qui fait de l'équitation et qui fait des compétitions, et un garçon qui fait du water-polo. Je vous assure que c'est toujours le casse-tête le dimanche ou le samedi pour trouver un parent qui est d'accord pour les prendre, ou alors c'est moi, parce qu'on tourne en fait, on fait du covoiturage de manière assez naturelle. Bon. Après, il y a la problématique des supporters, etc. Alors là, les nouveaux entrants, pour des événements qui sont finalement très ponctuels, ID Vroom, ça peut servir. Hein. Là, c'est plus une menace, c'est une opportunité. Dans les territoires ruraux, ça peut être aussi une opportunité. C'est pas obligatoirement une menace, parce qu'on ne mettra pas du ferré partout. Ça coûte trop cher, à un moment donné. Aller investir partout sur des lignes de chemin de fer, c'est compliqué. Donc on va trouver des moyens plus souples. Des autocars, ou bien du transport à la demande. Et je crois qu'il faut quand même commencer à réfléchir de cette manière-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a pas une solution, mais il y a une multiplicité de solutions. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, et moi je suis ravi de voir nos gamins qui ont un pouce excessivement mobile. Je ne sais pas si vous avez le pouce aussi mobile qu'eux, mais ils ont un pouce très très mobile, à force d'utiliser les tablettes et les smartphones. Mais je suis ravi de voir que finalement, eux ne le voient pas comme des menaces, tout ça. Ils voient ça comme un champ énorme d'opportunités à venir. Et ils s'en emparent. Ils s'en emparent à plein dents ou à plein les pieds avec leurs baskets. Et ils utilisent tous ces moyens-là. Alors il y a deux options. Soit on reste Minitel, soit on dit qu'effectivement, on a passé le stade du Minitel et nos modèles, on doit les faire évoluer. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Quant à la problématique des samedis et des dimanches et à la problématique des horaires, là-dessus, effectivement, on ne mettra pas... Moi, je suis opérateur de transport aujourd'hui. Mettre une offre le dimanche ou le samedi matin, parce que samedi après-midi, j'ai une offre plus importante, simplement pour répondre à des besoins ponctuels à un moment donné, je ne le ferai pas et je ne le proposerai pas à mon autorité organisatrice. Parce que moi, j'ai mes salariés qui vont me dire, monsieur le directeur, on transporte des banquettes vides. Parce qu'ils ont un souci de l'argent public, les salariés qui gèrent des missions de service public. Et donc, si vous voulez, je crois que
Si vous êtes nombreux, ben, vous pouvez très bien louer un autocar. Si vous avez plusieurs parents, vous faites du covoiturage. Mais à un moment donné, on ne peut pas demander au service public de mettre une offre pérenne, permanente, dimensionnée pour des événements ponctuels, alors même que, de toute façon, on n'aura pas tous les dimanches et tous les samedis à l'heure que vous évoquez. Oui, vous pouvez répondre à ça. Vous voyez, donc on est sur cette difficulté-là. Donc c'est le juste équilibre à trouver. Juste, il y a une question qui a été posée, qui n'a pas eu de réponse. Qu'est-ce que sont les mobilités subies? Je voulais juste dire que c'était au niveau de l'agglo et que quelquefois, il n'y a pas de... C'est au niveau de l'agglo, hein, je parlais. Métropole de Nantes. Il n'y a pas de solution. Voir l'autorité organisatrice de transport. Non, mais... J'entends ce que vous dites, monsieur. Moi, je ne sais pas répondre plus que ça. De manière un peu théorique, je vous prie de m'excuser parce que je prends l'exemple d'Angers où effectivement, moi j'ai des réclamations clients et ils ont raison de réclamer, ils le disent, qui me disent finalement, il y a tel événement, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un service plus tard dans la soirée ou tel événement le dimanche? Le problème, c'est que vous ne pouvez pas dimensionner une offre qui est finalement régulière avec des fiches horaires, etc. Alors, il faut trouver du TAD, du transport à la demande, louer un autocar, faire du covoiturage, se débrouiller différemment. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile. En revanche, le service public ne peut pas tout régler non plus. Alors, les mobilités subies. Oui. C'était effectivement le dernier point, et je ne l'avais pas lu. C'est principalement tous les gens qui n'ont pas d'autre solution que de prendre le transport public parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir une voiture personnelle ou d'avoir une autre solution. C'est important dans les réseaux urbains. Ça représente souvent plus de 30 ou 40% des passagers que nous transportons. Ça va des gens qui sont malheureusement avec des minima sociaux, ça va sur certaines personnes âgées, la plupart des jeunes, qui effectivement, soit ils ont le scooter, soit ou le vélo, alors des fois ils ont le vélo et le transport, mais au final aujourd'hui les gens prennent plutôt le transport. Donc là-dessus, c'est une mobilité subie, effectivement. C'est-à-dire que ce sont des gens de toute façon qui, pour aller au collège le matin, pour aller au lycée, pour aller à la fac, de toute façon ils n'ont pas d'autre solution que de prendre le tram ou de prendre le bus. Donc ça, on l'a effectivement abordé. Avant de prendre d'autres questions, petite précision que ça peut être utile pour l'auditoire. ID-Vroom, tu peux dire ce que c'est. Blablacar, je pense que beaucoup savent à peu près maintenant, mais ça pourrait être intéressant d'avoir... Alors, Uber, c'est du VTC, en fait, qui ne dit pas son nom, c'est du taxi, en fait, qui n'est pas sur le modèle taxi. Donc ça fait décrier énormément la profession taxi, qui est, elle, un modèle traditionnel et qui est écorné par ce nouveau concurrent. Et c'est un sujet très complexe qu'on ne traitera pas ici. Je ne pense pas d'ailleurs avoir des solutions par rapport à ce sujet-là. ID-Vroom, c'est la même chose que Blablacar, c'est du covoiturage. Blablacar est plutôt spécialisé sur la longue distance. ID-Vroom vient d'être acheté par la SNCF, qui s'aperçoit finalement que ce concurrent-là, vaut mieux l'avoir avec, et peut-être utiliser ça en opportunité plutôt qu'en menace pour compléter une offre qui ne peut pas parfois aller mailler au plus près du territoire, notamment dans les zones les plus reculées. Donc voilà des solutions effectivement qui existent. Donc c'est du covoiturage plutôt courte distance. Merci. Alors, les mains se lèvent à nouveau. Alors, oui, d'accord. Voilà. On commence. Jean-Pierre de l'APF. Moi, ma question, elle est effectivement vers ces mobilités, enfin ces mobilités subies un petit peu, parce qu'effectivement, on a plutôt une population qui n'a pas forcément des moyens de déplacement personnels. Et je me disais, par rapport à la première question des personnes âgées, où on voit bien effectivement qu'il y a besoin de développer et tout ça. Pour avoir participé au schéma des directeurs des transports de Loire-Atlantique, on nous avait dit la seule progression de clientèle qu'on peut envisager aujourd'hui, c'est la clientèle, j'allais dire, des seniors. Parce que, en fait, c'est eux qui vont faire le petit plus et qui vont assurer, j'allais dire, un petit peu les temps morts de la journée. Enfin, grosso modo, c'était un peu comme ça que c'était expliqué. Et puis, quand on voit le schéma sortir, on est avec des lignes structurantes. Bon, alors là, effectivement, on a bien compris, ça va aller vite, mais pour accéder à la ligne structurante, eh bien, on a une distance qui est... Alors, je me dis, l'intermodalité, effectivement, je crois que c'est intéressant d'y réfléchir, mais quand on voit qu'à certains moments, il n'y a pas le maillage au sein des territoires, on se dit, on va peut-être faire quelque chose d'intéressant sur le papier,
Et puis pour terminer, par exemple, ce que vous disiez par rapport à Destinéo, on voit bien, par exemple, si c'est une personne qui veut à mobilité réduite qui veut faire un déplacement Destinéo et faire un itinéraire, eh bien Destinéo est incapable de lui dire que de tel endroit à tel endroit, il va pouvoir prendre un bus accessible, qu'après il a, allez, on va dire 10 minutes de marche, ou de trottoir et tout ça, et puis qu'après le train va pouvoir prendre le relais ou l'autobus, enfin je veux dire, et tout ça. Donc quand même une spécificité avec des populations fragiles, et ça rejoint un petit peu ce que disait René tout à l'heure, on voit bien que le smartphone, bon, j'ai rien contre et tout ça, sauf qu'il y a des gens qui ne pourront jamais les utiliser. Donc on se dit, on va les laisser tout le temps sur le bord du chemin, quoi. Si tu veux, alors je vais juste répondre à ça, parce que le rapport n'a pas pour but de dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, mais c'est important parce que et ce que tu vis là, je veux dire, moi je le vis aussi parce que j'ai des retours de clients. On essaye d'adapter systématiquement l'offre. Et c'est vrai que théoriquement, on dit un arrêt de bus c'est tous les 300 mètres, un arrêt de tram c'est 500 mètres maximum, 400, 500 mètres. Mais quand vous êtes en fauteuil ou que vous avez une difficulté pour marcher, non mais une difficulté pour marcher, voilà, bon. Faut insister qu'en fauteuil, il faut encore que l'itinéraire pour aller jusqu'à l'arrêt soit accessible. Hein, je veux dire, s'il y a du mobilier urbain qui l'empêche, etc. Donc tout ça doit être pensé. Alors c'est vrai qu'on essaye de le faire. On est en train de travailler sur Angers, sur la 2e et la 3e ligne de tram. Tous les itinéraires, on essaye de penser à l'accessibilité, etc. Bien évidemment. Mais néanmoins, il y aura toujours un exemple ou un contre-exemple, parce que la ville a été faite il y a un certain nombre de décennies, de centaines d'années, qui font qu'on ne va pas détruire non plus un bâtiment. Bon. Donc c'est effectivement très très complexe. Mais la réalité, c'est bien celle-là. La réalité, c'est la difficulté qu'ont au quotidien un certain nombre de personnes pour qui, effectivement, l'accès au numérique est très compliqué. L'accès à un plan est excessivement compliqué. Ils sont obligés de se rassurer avec le chauffeur de bus, parce que sinon, si le chauffeur ne leur dit pas... Mais bien évidemment, alors tous ces éléments-là sont d'une évidence. Moi, je ne dis pas qu'on répond à tout ça. Je n'ai pas cette prétention-là, parce que si on avait cette prétention-là, personne ne pourrait le croire. Je dis simplement qu'on essaye de trouver des pistes qui vont toucher 80% sur les 100%. C'est la règle des 20-80. Néanmoins, au quotidien, on se bat tous les jours sur les 20% restants. Parce que la vraie difficulté, elle est là. Et ces mobilités subies, elles sont d'abord subies par les plus précaires aussi. Des gens qui ne savent pas lire un plan, qui ne savent pas s'orienter, qui ne savent pas à quel moment on va arriver à l'arrêt, il y en a beaucoup. Et donc on essaye de trouver des solutions pour les aider. Mais c'est excessivement compliqué. C'est excessivement compliqué. C'est un ouvrage qu'on remet systématiquement tous les jours. Alors, question suivante, oui. Oui, alors, intermodalité, c'est vrai que en voyant ça, je voudrais revenir un peu aussi à la présence humaine, ou ce qu'on pourrait dire, ce qui est justement n'est pas numérique. Je prends un exemple, donc je suis arrivé en tramway et la station manufacture est en travaux. Moi-même, je n'étais pas au courant. Et je me dis, mais je veux dire, j'ai pourtant pris qu'un seul réseau, c'est le réseau TAN. J'aurais pu très bien consulter l'application TAN, sauf que parce que je prends assez régulièrement la ligne 1, pas tous les jours, mais régulièrement, j'ai pas forcément eu l'idée de prendre l'application TAN. Donc là, moi, je prenais qu'un seul réseau, mais je prends un exemple de ces informations-là, où on peut être amené à prendre des fois 2 réseaux, par exemple, et je me dis, on n'a pas tous une application, on n'a pas tous un téléphone qui va pouvoir répondre aux besoins, et même aux besoins tarifaires. Et pourtant, on rencontre encore des soucis tarifaires. Je prends un exemple, des gares comme, je sais pas moi, la Bernerie-en-Ré ou Bourgneuf-en-Ré qui n'ont pas de distributeur. Et les gens qui veulent se rendre sur Nantes, il faut acheter un ticket SNCF, on ne sait pas où, puisqu'il n'y en a pas. Hein. Je prends le cas d'un touriste l'été, et après prendre justement un tarif TAN, quoi. Et en plus, arriver à Nantes, des fois, pour se voir, tiens, la station manufacture est fermée, quoi. Donc à un moment donné, l'intermodalité, où est-ce qu'on met l'information et les différentes composantes, tarifs, comment on facilite toutes ces choses-là, quoi, en dehors même d'un outil numérique. Ça veut dire qu'est-ce qui va... moi, l'application, par exemple, si je vais à Montpellier, je ne sais pas s'il y a une application, moi. Moi, on ne m'a pas dit, hein.
Moi, si je vais à Strasbourg, je ne sais pas. Si je vais à Montpellier, quelle est la zone du PTU de Montpellier? Moi, je ne sais pas. Moi, est-ce que quelqu'un de Montpellier sait qu'à Saint-Étienne-de-Montluc, il n'y a pas le bus de Nantes? Mais est-ce qu'il sait qu'à Couéron, il y a le bus de Nantes? À un moment donné, l'intermodalité, c'est toutes ces choses-là. Mais c'est dans toutes ces composantes, tarifs, information voyageurs, c'est tout ça, quoi. Ok, je crois qu'on a compris la question. Alors une autre, oui, M. Béron. Ouais. Oui, bonsoir, Thierry Odéon, Conseil de développement. Alors les deux autres interventions ont un peu devancé le thème, je l'ai abordé, mais pour encore un peu plus appuyer sur lorsqu'on arrive dans une ville voilà, qu'on ne connaît pas. Donc on arrive par la gare, et là on est bien embêté pour reconnaître le réseau, l'intermodalité, s'il y a une jonction entre les vélos, les bus, trams ou autres, et les plans. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager que dans les gares, couplé à un office du tourisme, une antenne de l'office du tourisme, on ait de l'info voilà, humaine aussi pour les tarifs et voilà. Et pour les personnes les plus fragiles, hein, j'aurais quand même vraiment insisté là-dessus. Bon, ça a déjà été dit, mais ces personnes-là et personnes âgées peuvent être complètement paniquées. Et voilà, dans une condition d'utilisation, même à une borne, sans parler, voilà, une simple borne pour prendre les tickets. Voilà, vu aussi les termes utilisés, même retirer un vélo aussi. Hein. Prends l'exemple à Avignon, il est très difficile de retirer un vélo et de le rendre aussi, un système de clés qu'il faut remettre dans la borne et tout ça. Lorsqu'on n'est pas du tout informé, on se demande bien pourquoi le socle ne prend pas le vélo. Voilà, donc toutes ces, ça peut s'adresser, voilà, ces problèmes à toutes les personnes. Donc un grand déficit de communication quand même. Alors, on prend ces deux questions-là, peut-être, Christophe. Alors, c'est pas vraiment des questions, c'est plutôt des remarques hein, ou des exemples qui sont donnés. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, j'ai pas de solution à vous apporter comme ça, toute cuite, parce que vous ne me croiriez pas, parce que les exemples que vous vivez là, on les vit tous les jours. Alors, heureusement, c'est pas 80% des clients qui sont dans cette situation-là. Certains préparent leur déplacement en amont. Lorsqu'ils arrivent dans une ville qu'ils ne connaissent pas, ils vont regarder sur les cartes, avec Internet, etc. Excusez-moi, mais c'est quand même l'outil d'aujourd'hui, ou appel, ou téléphone. Ça fonctionne aussi. Donc, moi, il m'est arrivé de téléphoner à un office du tourisme pour avoir des informations sur le transport qui était disponible. Donc, on peut tous aussi préparer son déplacement lorsqu'on arrive dans une ville qu'on ne connaît pas. Néanmoins, et là, vous avez raison, la vraie difficulté, c'est de concentrer à un moment donné, d'un point de vue physique, l'ensemble des informations disponibles. Donc, la gare, c'est une bonne idée. Et on parlait tout à l'heure des pôles d'échange multimodaux, les fameux PEM ou PEM. On est vraiment sur ces sujets-là. Aujourd'hui, par exemple, sur la gare de Nantes, le PEM existe, il fonctionne. Sur Angers, vous avez également une boutique aujourd'hui qui fait Vélocité, dans laquelle il y a Irigo, c'est le réseau de transport urbain, qui est à proximité immédiate de la gare SNCF. Et donc vous avez là une proximité humaine immédiate qui permet d'avoir l'ensemble des informations. Je ne dis pas que c'est parfait. Parce que, par exemple, le dimanche, elle n'est pas ouverte, ou qu'à 18h, elle ferme certains jours de la semaine. Donc, bien évidemment, que ce n'est pas parfait. Néanmoins, on essaye d'apporter systématiquement des réponses aux questionnements que vous posez là. Mais la vraie problématique, vous savez, ce n'est pas obligatoirement le fait de ne pas avoir la bonne information. C'est la capacité d'un certain nombre de personnes à la comprendre. Et ça, c'est une vraie difficulté. Il y a beaucoup d'études qui sont là-dessus et beaucoup de solutions qu'on essaye d'apporter, mais la vraie difficulté, elle est surtout là. Et sur l'information, sur l'incident de la station manufacture qu'a évoqué monsieur, est-ce que le système chapeau peut apporter ce type de... Ça voudrait dire que chaque réseau, chaque opérateur va envoyer au système chapeau une information en temps réel, ce qu'on a dit dans l'étude, ça peut se mettre en place. Là aussi, la perfection n'existe pas. Moi, lorsque j'ai des problématiques de travaux ou d'immobilisation, etc., souvent, j'envoie ce qu'à Angers, on appelle ça les gilets roses. C'est des chasubles qu'on met sur des personnels et ils vont aux arrêts, etc., pour informer les clients, etc. Bon. Là aussi, c'est pas obligatoirement quelque chose qu'on voit partout, mais
Néanmoins, on essaye là aussi d'être au plus près du client par rapport aux problématiques données. Parce que vous aurez beau envoyer dans le bus ou dans le tram une information qui va être une information en sono. Vous avez beau mettre aux arrêts, l'arrêt qui est coupé, un petit panneau d'information. Il y a des gens qui ne le lisent pas et qui vont attendre là. Bon. Donc il faut toujours compléter les dispositifs le plus possible. Dans la limite, là aussi, hein, si vous voulez, on le fait plutôt à l'heure de pointe et pas obligatoirement en heure creuse. Donc on va perdre peut-être certains clients, mais on va aller au plus efficace. Parce qu'après, c'est très compliqué d'aller mobiliser des équipes sur le terrain sur un roulement de 7 h du matin ou 6 h du matin jusqu'à, par exemple, midi ou 14 h si l'incident dure. Ou au contraire, si c'est un incident qui dure sur plusieurs jours, vous imaginez bien que ça devient compliqué. Donc on va cibler à ce moment-là les heures de pointe ou les principaux événements. Oui, Brigitte, oui. Oui. Avez-vous étudié ce que font les autres pays européens en matière d'intermodalité? Alors, première question, on va en prendre... il y en a une autre à côté, je crois. Voilà. Oui, en complément à ce que vous venez de dire, d'une part, je pense qu'on oublie trop l'utilisation du téléphone pour l'information voyageur, et en particulier en pensant à différentes catégories de population, ou des personnes besoins spécifiques, disons. Et d'autre part, je doute que l'on puisse se passer. Ce qui m'ennuie, c'est de savoir que la région n'est que chef de file, alors que pour en particulier l'information, il y a quand même intérêt à ce qu'il y ait du personnel qui soit compétent pour toutes les autorités organisatrices, pour répondre justement. Je me rappelle qu'il y avait eu une opération en Cœur-la-Défense entre la SNCF et la RATP pour justement l'information voyageurs. Donc c'était un peu... Voilà. Voilà, alors une troisième question, Monsieur Nolot, devant. Là. Monsieur Nolot, citoyen. Voudrais recentrer un peu cet exposé régional sur Nantes Métropole. À l'heure actuelle, énormément de gens habitent pour des raisons personnelles, financières ou autres, en périphérie, comme pour vous sur Angers, parce que avant j'habitais à Angers, donc je connais bien Cantenay, Poncé, le sud et le nord. Ben, j'ai fait l'intermodalité pendant 5 ans, je peux vous dire que c'est dur de faire Nantes-Angers tous les jours pendant 5 ans, dans le métier que j'exerce. C'est-à-dire qu'on travaille tous les jours de la semaine. Donc voilà, je veux dire, il y a énormément de gens qui travaillent à l'extérieur. En plus, je travaille chez le plus gros employeur, on va dire, du département, et l'employeur, il est au centre de la ville. Et donc, je veux dire, on a énormément de problèmes de transport. Je veux dire, les gens... Alors, l'intermodalité est intéressante, on va dire, dans l'aspect environnemental, mais dans l'aspect... On est dans une société, comme vous dites, on est dans le numérique, dit rapidité, on court après le temps. L'ensemble des gens à l'heure actuelle courent après le temps. Et l'intermodalité à l'heure actuelle, parce que je l'ai vécu pour faire Nantes-Angers pendant 5 ans, c'est du temps. C'est-à-dire que pour 8 heures de travail, c'est entre 10 et 12 heures, voire plus, s'il y a des problèmes sur la liaison, de temps, on va dire, englobé. Donc, et donc Nantes recentre de plus en plus de gens, puisque les gens partent à l'extérieur. Comment une ville, une grande métropole, Angers c'est pareil, je pense le problème, comment une grande ville peut intégrer ces gens qui arrivent de l'extérieur, qui sont seuls, il y a du covoiturage, ça existe, mais encore beaucoup de voitures sont avec un seul occupant. Comment ces grandes métropoles peuvent proposer aux gens une intermodalité qui leur fasse pas perdre trop de temps. Moi, je travaille dans une profession, on peut finir à 21 h, 22 h, 23 h. On travaille samedi et dimanche. Les transports, les intermodalités, pour des raisons professionnelles, sont difficiles. Ok, alors on prend ces 3 questions. Alors, le problème du temps est un problème crucial. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que le modèle du TGV à un moment donné a explosé, même si aujourd'hui certains le remettent en question. Le problème du temps est crucial parce que jusqu'à... Alors, excusez-moi, je reviens au numérique, mais ce n'est pas une obsession du tout. J'ai pas tant d'écran que ça chez moi. Non, mais je reviens au numérique parce que le numérique a changé la donne. C'est-à-dire qu'avant, vous perdiez votre temps dans le transport. Aujourd'hui, vous avez un usage du transport,
PAC, je parlais d'économie d'usage tout à l'heure, qui permet, grâce au transport, d'avoir des solutions. Vous pouvez travailler. Par exemple, quand vous êtes dans votre TER. Il y a des expérimentations de TER en Wi-Fi qui commencent à arriver, les TGV en Wi-Fi, etc. Le TGV, je crois, sur Strasbourg est en Wi-Fi aujourd'hui. Donc ça vous permet vraiment là de ne pas perdre votre temps en quelque sorte. Ensuite, il y a des problématiques qui sont des problématiques de décalage d'horaire de rentrée. Je le vois avec les facultés, avec les universités, etc. Comme on sait bien qu'un parc de transport, qu'il soit public ou TER ou autre, hein, enfin je veux dire urbain ou TER ou autre, est dimensionné par rapport à l'heure de pointe, notamment l'heure de pointe du matin. Si vous arrivez à décaler des flux de voyageurs, vous allez finalement optimiser votre parc et donc vos coûts pour la collectivité. Bon. Donc c'est quand même des pistes qu'il faut regarder de manière de plus en plus importante. Ensuite, effectivement, quand vous êtes dans des métropoles comme Nantes, comme Toulouse, Angers, très honnêtement, Angers, vous mettez 10 minutes pour rentrer en centre-ville. Ce que les Angevins appellent des bouchons, moi je suis toulousain à l'origine, c'est au mieux un ralentissement, mais pour eux c'est des bouchons. Donc si vous voulez, la problématique n'est pas la même. Mais quand vous rentrez dans Nantes, on était tout à l'heure dans Nantes, le GPS vous mettez, je ne sais plus, X temps, et puis finalement on a mis 15 minutes de plus. Hein. Donc on avait bien fait de prendre un peu de marge. Mais pourquoi? Parce que la difficulté elle est vraiment là. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller garer sa voiture sur des parcs relais, et puis prendre une correspondance. La problématique c'est le temps. Qu'est-ce que c'est inconfortable de descendre de sa voiture, vous êtes dans votre cocon, vous avez votre radio préférée, enfin pour l'instant ils sont en grève, mais vous avez votre radio préférée, et puis, voilà, il y en a d'autres, oui, par définition. Là aussi il y a le choix. Et donc vous avez votre radio préférée, vous avez mis la température idéale pour ne pas vous endormir et en même temps être bien, vous avez vos fauteuils qui sont rembourrés, personne ne vous embête. Il n'y a pas la personne d'à côté qui a mauvaise haleine ou comme vous êtes petit, parce que moi je ne suis pas très grand, vous êtes sous le bras de l'autre personne. Donc les transports publics, c'est très désagréable. Donc qu'est-ce qui va faire que moi je vais avoir envie de sortir de ma voiture pour m'arrêter et monter dans un tram bondé à l'heure de pointe, où je vais être serré, je ne vais pas savoir si on ne va pas me piquer mon portefeuille ou mon téléphone, parce que j'ai le dernier téléphone à la mode, bien évidemment, et donc être gêné finalement. Je n'ai pas envie de monter dans le service public, dans le transport public. Donc qu'est-ce qui va faire que je vais vouloir y aller? La question, il faut se la poser comme ça. Il faut partir du client. Il faut partir de celui qui utilise le transport. Et à partir de là, on trouvera les solutions. Ce n'est pas obligatoirement de dessiner le réseau sur le papier, si vous voulez. Donc je suis d'accord avec vous, la problématique du temps, elle est très importante. Et ensuite, qu'est-ce qui va faire que je vais avoir envie de sortir et de ne plus être autosoliste, en quelque sorte? Ça, c'est vraiment la difficulté, elle est là. Donc effectivement, c'est trouver des usages différents au transport qui vont faire qu'à un moment donné, ça va me permettre d'avoir un intérêt. Et moi, je le vois bien, hein, les gens qui prennent le bus, maintenant sont ravis d'avoir le tram, mais des gens qui prenaient jamais le bus viennent au tram. Parce que le mode est un mode plus techno, qui correspond plus au mode de vie urbain, etc. Et les gens, finalement, se trouvent à l'aise dans le tramway. Donc ça crée de nouveaux usages de mobilité. Mais c'est vrai que le P+R à Angers ne marche pas bien, parce que vous allez plus vite d'aller au centre-ville et de garer votre voiture que de faire un détour pour aller garer votre voiture au P+R, même s'il est gratuit, parce qu'on était en concurrence avec le centre-ville, donc on les a mis gratuits, attendre un tram, et puis monter dans le tram, et puis aller au centre-ville. C'est une évidence. Ou alors, il faut vraiment être éco-responsable, se dire que voilà, ça ne fait pas de CO2, etc. Mais vous le faites une fois, 2 fois. Mais au bout d'un moment, vous ne faites plus parce que vous êtes pressé, parce que vous avez un rendez-vous et que, mon Dieu, vous êtes parti au dernier moment de chez vous, etc. On a tous vécu ça. Donc, il faut vraiment qu'on trouve des solutions en partant vraiment du client par rapport à ça. Le téléphone. Oui, madame. Et vous me disiez, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux finalement tout centraliser et avoir un seul système et on n'aurait plus de difficultés finalement à fonctionner puisqu'il y aurait une seule autorité organisatrice. Je caricaturais exprès pour pouvoir vous embêter un peu. Non, mais vous avez raison, on pourrait imaginer ça. Mais, alors, tout à l'heure, votre voisin pensait que j'étais le directeur régional de Keolis, voire national. Là, je vois que vous me prêtez d'être peut-être demain chef de gouvernement pour modifier la carte des régions à nouveau et les compétences. Écoutez, je suis ravi parce que je savais que je serais très bien reçu, mais à ce point, non, je suis ravi. Non, la loi est ainsi faite qu'aujourd'hui, de toute façon, les compétences sont comme cela et qu'on ne peut pas les changer. Donc, on est obligé de vivre de cette manière-là. D'ailleurs, je me demande,
Vous savez, le débat qu'il y a actuellement en disant le transport scolaire qui passe du département et qui va à la région. Est-ce que finalement, en éloignant la compétence, vous savez, je milite, moi, pour dire qu'il faut partir du client au plus près du terrain, parce que c'est là qu'on trouve les solutions. Est-ce qu'en enlevant une compétence au plus près des gens, en la centralisant la région, on ne va pas avoir un remède pire que le mal? Je ne sais pas, on le verra. La région peut subdéléguer dans la loi. Mais donc attention aussi à ça, c'est qu'on peut avoir la bonne idée, et je trouve que toute idée est intéressante, on peut avoir la bonne idée de se dire finalement, on pourrait avoir un système plus unique en quelque sorte, pas simplement chef de file, mais autorité organisatrice régionale, mais derrière, par rapport à toutes les problématiques que j'entends et au cas particulier que vous évoquez, où vous vous dites, bah tiens, là justement on n'a pas le bon horaire, ou le maillage n'est pas parfait, ou on aurait besoin peut-être d'un service supplémentaire le soir, ou le samedi ou le dimanche. Et vous croyez que quand ça sera centralisé à une autorité organisatrice régionale, la problématique du client lambda qui est au fin fond de la Mayenne va trouver un écho, alors que si l'autorité organisatrice elle est à Laval, bah écoutez, vous écrivez au maire, et puis vous voyez une réclamation au réseau, et puis peut-être que votre solution elle sera peut-être plus facilement résolue. Donc attention aussi à cette vision-là, parce que si vous voulez, l'éclairage n'est pas obligatoirement le bon, à mon sens. Ah ben, sur l'information, c'est ce qu'on propose avec Destineo, effectivement. C'est ce qu'on propose avec Destineo. Ouais. Mais effectivement, une autorité qui soit plus chef de file, mais autorité organisatrice, déjà, c'est pas la loi. Et il faut étudier les avantages et les inconvénients, comme on pourrait dire. Et puis, l'exemple international, Helsinki. Je vous réponds Helsinki. On l'a pris en exemple dans l'étude parce qu'ils sont partis de la même problématique. En se disant, finalement, il y a déjà des tas d'organisations qui existent. Il faut qu'on crée un système chapeau. Et donc, ils sont en train de le mettre en œuvre. Et d'ailleurs, j'ai essayé en vain d'avoir un voyage d'études à Helsinki payé par le Césaire, mais ils n'ont pas voulu. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'intermodalité pour aller jusque là-bas, peut-être. Emmanuel Torlasco, et puis... Bonsoir. Oui, il y avait encore deux autres questions. Oui. Bonsoir, Emmanuel Torlasco, Conseil de développement Nantes Métropole. Je souhaitais poser une question, en fait, qui était peut-être un petit peu à côté de... La notion de praticabilité des transports. J'ai été frappé dans les interventions d'une attente très forte, un peu descendante, qui consiste à dire on n'est pas informé, on n'a pas suffisamment d'informations, etc., etc., etc. Et je me posais une autre question qui était celle, finalement, Blablacar fonctionne parce qu'il y a une certaine sociabilité. Et donc un échange d'informations entre un conducteur et d'autres personnes qui disent bah, tiens, à tel endroit il se passe des choses. Et je me posais la question, quelle sociabilité inventer, pratiquer, mettre en place, accompagner dans les transports en commun, quels qu'ils soient, pour que quand on arrive quelque part dans une ville, on s'adresse à son voisin, à la personne qui est en face pour poser des questions. Et inversement, je pense qu'on est un certain nombre à le faire. Dans un train, quand on voit une personne âgée, une personne en difficulté qui a l'air de chercher ou est donc ornicard, on lui pose la question de savoir ce qu'elle recherche. Je pense qu'il y a aussi un aspect que je n'entends pas ce soir, qui est quelle sociabilité on crée entre les usagers, de façon à ce qu'on puisse répondre aussi à des questions simples. Ne descendez pas à tel endroit, faites ceci, faites cela. Ok, il y a deux questions devant. Brigitte, oui, André, Herbreteau et Henri Favre. Merci, André Herbreteau. Donc je voulais rebondir un peu sur le titre de votre présentation en disant, je ne sais pas si ça sera une compétence nouvelle régionale, l'intermodalité, ça dépendra de la législation et de son évolution. Ça dépendra. De toute façon, ça sera une compétence partagée avec les autorités organisatrices qui continueront d'exister. Et puis à préparer, je dis que c'est un peu dur parce que, à mon avis, il existe déjà. Vos propositions sont intéressantes et je ne doute pas que le Césaire aura écho par une région avec laquelle elle travaille qui s'est montrée très très volontariste en matière de transport collectif. Je voudrais lui rendre hommage, même si je ne travaille pas pour elle, parce qu'elle a énormément fait de choses pour les transports collectifs sur son propre réseau, en développant des dessertes, en achetant du matériel roulant nouveau, performant, en aidant les autorités organisatrices urbaines de son secteur à faire des transports collectifs modernes en site propre,
Après Nantes, Le Mans, Angers en ont bénéficié, palliant ainsi les déficiences actuelles de l'État en ce domaine. Et puis, en faisant aussi pour des dessertes qu'on a connues, nous, plus localement ici, avec Nantes-Châteaubriand, même s'il y a des choses à résoudre, avec Nantes-Vertou, que tout le monde a oublié, mais qui continue d'exister, qui a permis de créer de nouvelles gares à Saint-Sébastien. Donc, vos propositions sont intéressantes, mais je répète que l'intermodalité, pour moi, elle existe déjà. Elle ne peut, et pourtant, je préférerais qu'on dise à faire progresser qu'à préparer. Il y a des choses qui ont déjà été faites, par exemple, des choses toutes simples et toutes bêtes. C'est souvent les plus simples qui sont les plus couronnées de succès. Par exemple, dans l'agglomération nantaise, depuis 2000, les habitants, tout le monde peut utiliser les 12 gares qui sont à l'intérieur du territoire de Nantes Métropole avec tous les titres de transport du réseau urbain Sémitane, y compris ceux qui ont la gratuité. Donc ça fait progresser l'utilisation du ferroviaire à l'intérieur de la métropole par cette simplicité d'utilisation qui correspond à l'utilisation pure et simple de tous les titres du réseau urbain. Donc c'est une première chose. Et puis aussi, une chose basique aussi qui permet de développer l'intermodalité, mais ça je ne doute pas que la région fera encore des progrès en accentuant ce qu'elle a fait, c'est que quand on a une agglomération comme la nôtre qui dispose d'une étoile ferroviaire, avec 6 branches, enfin 5 utilisées, mais une 6e qui peut l'être aussi, on peut encore, mais la région je ne doute pas, continuant ses efforts, si elle continue et si les changements n'inclinent pas à un changement politique nouveau, un changement d'orientation nouvelle en matière de transport, il s'agirait de développer encore plus les dessertes sur cette étoile ferroviaire, avec les gares qui existent, avec de nouvelles gares, y compris dans la périurbanité qu'a évoqué monsieur, pour qu'on puisse encore plus utiliser le transport ferroviaire collectif et par-delà, en intermodalité, utiliser aussi les autres modes de déplacement, et notamment les transports départementaux et locaux urbains. Alors Henri Favre. Oui, Henri Favre, Conseil de développement. Oui, dans l'accès au transport collectif, il y a le parcours, ce que j'appellerais amont, c'est-à-dire de chez soi vers le point d'accès le plus proche. Or, deux éléments sont déterminants, c'est les possibilités de stationnement au point de jonction. Donc ça a été un petit peu évoqué tout à l'heure dans les pôles multimodaux, mais on peut se trouver en dehors de ces pôles-là. Et puis, le problème de coordination entre voirie, travaux de voirie et moi, je suis sur une ligne où ça fait 4 ans qu'à peu près 1 mois sur 2, la ligne est déviée. Et c'est extrêmement désagréable comme usage. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours le réflexe de s'informer si tel ou tel... Quand on va être dévié, des fois c'est un peu inopinément, bon ça c'est autre chose. Et ce sont des éléments aussi qu'il faut prendre en compte si on veut développer l'intermodalité et faciliter le transfert modal. Alors il y a 3 questions, Christophe. Alors, la question de monsieur qui est plus un témoignage sur l'exécutif régional, effectivement, monsieur m'a fait penser à une référence littéraire, monsieur Jourdain, parce que c'est vrai qu'on fait de l'intermodalité sans le dire. Et heureusement, on n'a pas attendu le rapport du Césaire sur l'intermodalité pour faire de l'intermodalité. Bien évidemment, et vous avez tout à fait raison. Et votre hommage à la politique régionale de transport me va droit au cœur, parce qu'on a une région qui s'est investie depuis très longtemps sur le développement des transports sur le territoire, qui effectivement participe au projet des agglomérations, comme le font d'ailleurs d'autres régions également, bien évidemment, mais néanmoins, l'intermodalité, on en fait tous les jours. Et ce que vous évoquiez sur les gares du centre de Nantes, on peut trouver d'autres exemples, bien évidemment, d'intermodalité. L'intermodalité, finalement, on en fait quand on gare sa voiture dans un parking et qu'on prend ensuite un bus. C'est-à-dire, c'est de l'intermodalité. Donc on en fait tous. Donc là-dessus, merci effectivement de ce retour. La seule chose que vous avez évoquée là-dessus, c'est le titre. Mais le titre, c'est le titre de la saisine de l'exécutif régional, donc on n'est pas maître de ça. C'est-à-dire que Jacques Oxette nous a dit, voilà, l'intermodalité, une nouvelle compétence régionale à préparer, et donc on a pris le titre, on a commencé à travailler là-dessus. Mais c'est vrai qu'on aurait peut-être pu l'écrire différemment. L'intermodalité, bien évidemment, existe déjà, et on ne l'a pas inventé. On essaye simplement de se dire, voilà quelques pistes pratico-pratiques pour proposer à la région de permettre de développer l'intermodalité encore plus sur le territoire.
Monsieur parlait de sociabilité tout à l'heure, et là, on n'est plus obligatoirement dans les transports, on est dans un débat de société. Je suis totalement en phase avec ce que vous dites. C'est vrai que, en règle générale, au quotidien dans les transports publics. Alors, tout à l'heure, je caricaturais un peu en vous disant on est un peu écrasé, etc. Mais je peux vous faire aussi une grande preuve d'amour sur les transports publics. Parce que quand on va dans les transports publics, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'il y a une autorégulation qui se fait naturellement. Les clients, finalement, alors, mis à part quelques contre-exemples de problématiques avec des voyous, d'insécurité, etc., qu'on peut avoir ici ou là de manière ponctuelle, malheureusement. Mais dans la grande majorité des cas, le conducteur du bus va aider la personne. Dans la grande majorité des cas, le client d'à côté va aider la personne ou va la prendre en charge. Ça se fait dans les trains où on met la valise. Enfin, qui n'a pas monté une valise à une dame ou à une personne âgée qui n'arrivait pas à prendre sa valise ou à la mettre en haut. Je veux dire, on fait tout ça. Et heureusement qu'il y a cette autorégulation et heureusement qu'il y a cette sociabilité. C'est ce qui fait le vivre ensemble. C'est ce qui fait qu'on est une société, entre guillemets, dite civilisée. Donc le transport public est le meilleur laboratoire peut-être pour cela. Parce qu'on est dans un espace confiné, que finalement les gens sont toujours en train de se questionner, est-ce que ça va être mon arrêt ou pas? Alors quand vous êtes habitué, c'est différent, mais quand vous êtes un occasionnel ou que vous êtes quelqu'un qui ne sait pas lire un plan, la première chose que vous faites, on a fait beaucoup d'études par rapport à ça en termes de comportement client, c'est l'angoisse, c'est un mot fort mais c'est une réalité, de ne pas louper son arrêt. Vous ne pouvez pas imaginer l'angoisse de ne pas louper son arrêt. C'est vraiment la première chose pour les gens qui sont dans une situation un peu difficile, de précarité, etc., ou de faiblesse. C'est vraiment ça. Et donc c'est vrai que, heureusement, dans cet espace confiné, dans ce huis clos finalement d'un véhicule, on a cette autorégulation qui se fait. Donc merci d'avoir soulevé ce point, parce qu'effectivement, c'est un des éléments essentiels du vivre ensemble, et les transports publics sont un magnifique laboratoire pour cela. Et puis, dernière remarque ou question, je suis désolé, monsieur, pour vos déviations. Déviation de ligne, je suis confus. J'en parlerai à Alain Bosville-Wald au niveau de la Sémitane, que je connais bien, mais je ne sais pas trop répondre à cela. Il est évident que le parcours client démarre au domicile ou au bureau, c'est-à-dire du porte-à-porte, ce que dit la SNCF aujourd'hui. Et elle travaille beaucoup sur ces sujets-là pour proposer des solutions justement de porte-à-porte qui fassent qu'on prenne en compte aussi la marche à pied quelque part, entre le moment où vous partez de chez vous, vous avez préparé votre voyage ou pas, et où vous arrivez au premier espace dédié au transport, que ce soit du train, du bus ou même du parking de stationnement. Donc on est vraiment là-dessus, effectivement. Au service de la voirie, mais je ne les connais pas. Sur Nantes. Et un certain nombre d'itinéraires sont sur des axes où il y a beaucoup de réseaux en sous-chaussée, et donc c'est des travaux en permanence pour les renouveler. C'est un point singulier dans l'organisation du réseau. Rien ne vaut les réseaux aériens, Henri. Ça fait un peu beaubourg alors. Après, il faut les peindre de couleur, mais... Oui, alors on passe. Il y avait la question des parkings que posait aussi, mais là, sauf que peut-être le système chapeau peut donner les places disponibles. On intègre dans l'intermodalité les stationnements, pas seulement les PEM, tous les parkings. Dans l'étude, on l'analyse. L'idée, ce serait effectivement que des gestionnaires de parking qui soient en régie municipale type SEM, enfin municipalisés type SEM ou Vinci ou EFIA, puissent effectivement participer à des opérateurs qui fassent remonter aussi les informations. Aujourd'hui, EFIA ou Vinci font remonter les places disponibles avec des applications smartphone, mais si vous êtes obligé d'aller sur l'application smartphone de Vinci ou d'EFIA, puis sur l'application smartphone de la SNCF, puis sur le site internet de Keolis ou de la Sémitane, etc., au final, donc le système chapeau devrait à terme prévoir ce genre de choses. Je pense à un exemple précis, c'est à l'extrémité d'une ligne express en Nord, il était centre-ville. Ça a amené un engorgement du stationnement dans le centre-ville. La ville a rejeté un peu vers l'extérieur le terminus de ce bus-là, mais parce qu'il y a des parkings disponibles qui sont utilisés, eux, plutôt en fin de semaine, puisque c'est des installations sportives qui sont toutes. Et simplement, les gens en semaine trouvent que c'est isolé et n'acceptent pas de stationner dans
Bon, il faudra mettre des webcams dans le système chapeau aussi. Jacques Gauthier, conseil de développement d'Erdre-et-Gèvres. J'ai l'impression d'être un peu dans un autre monde ici, parce qu'on n'a pas vraiment abordé le problème justement de l'intermodalité en milieu rural. Il y a une grosse complexité à ce niveau-là, parce que si j'habite Grand-Champ-des-Fontaines, comment je viens à la gare, hein, quand j'ai pas de moyens de transport, si j'habite pareil à l'autre bout du territoire et qu'il faut que j'aille à la gendarmerie qui est à La Chapelle-sur-Erdre dans le nouveau canton, je vais faire comment? C'est extrêmement compliqué parce que aujourd'hui le réseau globalement il est quand même en étoile et il active et il alimente la métropole. Donc la question à se poser, c'est comment on peut commencer à réfléchir sur une intermodalité qui fonctionne dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on utilise aussi le développement économique des territoires derrière pour mettre en place autre chose. On a la plupart du temps des zones économiques qui sont, pour les territoires ruraux, au bord des voies express. Entre Nantes et Saint-Nazaire, vous avez 4 grandes zones économiques. Quand vous montez vers Rennes, vous en avez plein. Le moyen d'accéder à ces zones, il n'y a que l'automobile. Il n'y a que l'automobile. Les trains, effectivement, on dit, bah ouais, plateforme multimodale avec les gares, sauf que une grosse partie des grosses zones d'activité économique dans l'interland, il est le long des voies express. Et là, il n'y a pas de transport, il n'y a rien entre les gares. Je prends Savenay, par exemple, pour aller sur les zones de Malville, bah, il n'y a rien entre les deux. Ok. Bon, il y a encore une question, c'est Jean Neuilly, puis peut-être on terminera après. Hein? Non, moi, je voulais attirer l'attention des orateurs et du public sur les problèmes de signalisation. Simplement que très souvent, les signalisations sont complètement absconses. Qu'est-ce que ça veut dire bon. Et la signalisation, elle a de l'intérêt si elle est parfaitement lisible et claire. Voilà, c'est tout. C'était une remarque de forme. Très bien. Alors, par rapport à l'information, là, je pense que la gare d'Angers est modèle aujourd'hui, parce que je vois que quand on arrive à la gare d'Angers, on a l'information SNCF, on a l'information du réseau de Angers, et puis du Conseil général. On trouve tout de suite les 3 informations. Je trouve que là, c'est une réussite, même si ça s'arrête qu'à de l'information. Voilà, Christophe. Alors, sur les problématiques du rural, parce qu'en fait, vous évoquez 2 problèmes, monsieur. Vous évoquez les espaces ruraux, vous évoquez les voies express. Alors déjà, oui, alors je vais vous provoquer volontairement, je vais vous dire que la voiture fait partie de l'intermodalité. Ça, c'est déjà une vérité que je souhaite dire, on l'a dit dans le rapport aussi, parce qu'on ne vivra pas avec un monde sans voiture. D'ailleurs, l'usage de la voiture, qu'on croyait morte, il y a quelques années, la plupart des grands penseurs qui réfléchissaient sur les modèles du transport et des déplacements, on disait la voiture, c'est fini. Bien. En fait, la voiture, c'est pas fini du tout. La voiture, vous voyez, on est en train d'expérimenter des voitures sans chauffeur. Je ne sais pas si vous avez vu ça à San Francisco. C'est Mercedes qui vient de la sortir la première. Google est en train d'en inventer une aussi. On a des voitures finalement qui consomment de moins en moins, qui polluent de moins en moins, qui permettent un usage différent. Des gens n'achètent plus de voitures mais vont préférer la louer. Il y a des services aujourd'hui qui se font. D'ailleurs, les nouvelles voitures type électrique, même si ça pose d'autres problèmes en termes de développement durable, sont des voitures qu'on loue souvent, on loue la batterie, etc. Donc l'usage du véhicule est différent. Donc je dirais qu'on ne va pas non plus détruire finalement les grands parkings qui existent en disant finalement on ne veut plus de voitures. Après tout, il y a des voies express, c'est fait pour les voitures. Il y a des parkings à l'arrivée, c'est fait pour les voitures. Donc pour les zones économiques, je me permets d'y répondre de cette manière-là parce que de toute façon, on ne créera pas à côté des voies express, des voies de chemin de fer pour aller... Voilà. Donc qu'on ait de l'autocar, du transport souple, ça existe. Ah ben, écoutez, moi j'ai des contre-exemples où ça marche. Je vais vous donner l'atoll qui vient d'être créé à Angers. Il y a une liaison urbaine qui va à l'atoll, vous voyez, parce qu'on s'est aperçu finalement... Oui, ben, alors c'est vrai que c'est la dimension angevine, je vous prie de m'excuser, c'est beaucoup plus petit. Mais on pourrait l'imaginer aussi sur des zones plus larges. Moi, je vois sur la région toulousaine, parce qu'il ne vous a pas échappé que j'avais pas une... voilà, mes origines ne sont pas suédoises ni norvégiennes, donc je suis un peu plus en bas du sud. Et c'est vrai que la région toulousaine, qui est très étendue,
très étendue. On a effectivement des systèmes d'autocars, des systèmes de navettes qui peuvent répondre à certaines problématiques. Donc, ce que je dis, je vous provoque volontairement en disant il y a la voiture, mais la voiture est un des éléments, l'autocar en est un autre. Peut-être que par rapport à l'exemple que vous donnez, vous n'êtes pas satisfait, je vous comprends volontiers. Néanmoins, je peux vous donner d'autres contre-exemples. Et je ne connais pas le sujet suffisamment précisément pour vous apporter le pourquoi de la non-desserte de ces zones-là. En revanche, pour le rural, on a une vraie problématique. Le rural, on a une vraie problématique. Parce que là, on n'est pas avec des zones avec des parkings pour accueillir des voitures pour aller faire des courses ou aller travailler dans des zones d'activité. On est vraiment sur des habitants qui sont là et qui aujourd'hui... Alors le coût de l'essence a un peu évolué, mais c'est vrai qu'il y a encore quelques années ou quelques mois, on aurait pu dire en plus avec le prix de l'essence qui augmente, ça pose de grands problèmes parce que les gens se sont souvent délocalisés en deuxième voire en troisième couronne pour justement ne pas subir le prix des loyers ou le prix de l'habitat cher, mais se retrouver à un moment donné prisonniers avec un prix du gasoil ou de l'essence qui était horriblement cher. Et ce sont souvent des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir des voitures neuves non plus, donc des voitures qui consomment plus, etc. Donc on est sur des cercles vicieux. Et là, effectivement, vu la faible densité, le modèle économique, on est bien sur l'économique, malheureusement ne peut pas répondre parfaitement à ces attentes-là. Ce qui fait d'ailleurs que les métropoles aujourd'hui densifient énormément. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut faire que les campagnes se désertifient. Donc il faut trouver des solutions. Alors il y a des solutions souples qui apparaissent, du TADE, du transport solidaire, etc., qui viennent compléter le dispositif suburbain des autocars du Conseil général. C'est très compliqué. Très honnêtement, c'est très compliqué. Et ce sont des problématiques qui ne touchent pas qu'au transport, en fait, qui touchent en fait au modèle de société lui-même. Et puis il y avait un autre sujet sur la signalétique. Je vais vous dire, on a souvent fait de la signalétique pour nous-mêmes en tant que techniciens. On était ravis de tout mettre sur un panneau de signalétique. Et on s'est aperçu en faisant des études, il y a maintenant, ça remonte à 2 ans, 3 ans maintenant, hein, qu'on a commencé à vraiment étudier. Et c'est pour ça que je vous disais qu'on a une vision vraiment aujourd'hui des clients les plus fragiles qui ne savent même pas lire un plan ou des panneaux. Et en fait, on s'est aperçu que les panneaux, ils étaient faits pour nous, quoi. Nous, on était ravis. On avait des beaux panneaux. Ils étaient beaux, nos panneaux. Il y avait des belles couleurs. On avait plein de chiffres dessus et on avait tout mis. Mais ça ne correspond pas du tout à l'utilisation que pouvait en faire le plus large public. Donc effectivement, il y a une vraie problématique par rapport à ça et on y travaille. Mais là aussi, on ne changera pas tous les panneaux d'un coup. Mais on a essayé de travailler sur ces sujets-là au niveau national, en revanche. Très bien, merci à la fois de votre intérêt pour cet échange. Merci évidemment à Christophe Reinry, vous pouvez l'applaudir pour sa contribution. Je vais ajouter une petite précision le concernant, parce que j'aurais pu faire ça au tout début. Il a dit qu'il n'était pas un fanat du numérique, mais je peux dire que c'est un des tweetos les plus frénétiques de la région Pays de la Loire. Donc si vous voulez le suivre, je pense que vous aurez beaucoup de ces nouvelles tout au long de la journée. Voilà, en tout cas, merci. Je voudrais simplement terminer, je ne vais pas faire de conclusion très particulière, sinon pour dire ce qui finalement est le fond de cette intervention et de cet apport, c'est qu'il y a des progrès possibles sur l'intermodalité, même si évidemment tout ne sera pas résolu du jour au lendemain. Mais ces orientations-là, cette compétence nouvelle qui émerge, le côté chef de file, on peut espérer qu'il y aura des progrès de ce point de vue-là. Je termine simplement en vous rappelant que vous avez à nouveau réunion demain soir, enfin en tout cas si vous êtes intéressés, autour du plan local urbain métropolitain, le PLUM, donc avec un vice-président de l'agglomération, Pascal Prat, demain soir, ici, à la même heure, 18h. Et puis la semaine prochaine, le 8 avril, on a une réunion sur la question de la politique de la ville avec Aïcha Boutaleb. Donc, bon retour chez vous. À demain pour ceux qui pourront être là ou à la semaine prochaine.